C'est parti, l'enregistrement. Donc première partie, bah, je vais laisser Sébastien, se présenter. Ah oui, j'accueille bien évidemment Isabelle et Björkio, mes 2 collaborateurs, qui vont avec moi accompagner Sébastien. Et sur la première partie donc, l'objectif c'est que Sébastien, bah, se présente, explique un petit peu son parcours. 2e partie donc il va aborder toutes ces thématiques et sur la deuxième partie, d'émission, sur le coup des 21:45 à peu près, il y a pas vraiment de timing précis, mais ce sera, bah, l'objectif c'est qu'il y a un maximum de personnes qui souhaitent intervenir pour poser vos questions. Heu, voilà, ce sera l'occasion de créer une grande interaction. Donc Sébastien, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je me permets de te donner le micro pour t'introduire. Eh bien, tout d'abord, merci à toi Julien pour ton invitation, parce que quand tu m'as contacté, ça a été tout de suite un grand oui. Je te connais pas du tout, je connaissais pas du tout ton canal, je connaissais rien de tout ça et ça a été une évidence de venir et puis de venir simplement partager, ce soir, des petits bouts d'expérience de vie. Donc tu souhaites que je commence maintenant? Bah, tu peux expliquer un OK. petit peu, ton parcours. Comment déjà sur le plan, tu en es arrivé aujourd'hui à faire un travail de conscience sur toi, important, qui est lié également, à de la spiritualité. Donc aujourd'hui, comment toi, Sébastien Leclerc, tu as commencé? À quel moment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes importantes justement à ton changement de paradigme, hein, et à cette prise de conscience? Comment tu en es arrivé là? Bah, donc je pense que le mieux, ça va être en gros de partager un petit peu ce qui s'est passé, de voir une sorte de, aujourd'hui j'ai la trentaine et de faire une sorte de backup sur tout ce qui s'est passé durant ces 30 premières années. Alors bien sûr, les grandes étapes et du coup ce qui permettra à chacun de comprendre pourquoi je me suis intéressé aux relations humaines, à l'amour, au couple, aux émotions parce qu'effectivement j'ai vécu, certaines grosses difficultés dans mon monde, notamment la première grosse, challenge que j'ai eu dans ma vie, c'est que très, très vite, je suis tombé dans l'obésité morbide. Dès l'âge d'un an et demi, j'ai commencé à avoir des graves problèmes de santé, notamment au niveau des bronches et tout ça et on m'avait mis sous cortisone, donc c'est un médicament, et qui m'avait fait un peu grossir et puis dans la famille, on a aussi un bon coup de fourchette, donc ça n'a pas aidé et j'ai fait l'effet, boule de neige et qu'au début, j'ai commencé à prendre du poids tout petit peu par tout petit peu et en fait, ça a grossi, grossi jusqu'à ne jamais vraiment s'arrêter et vers la 5e, 4e, quand j'étais au collège, j'ai atteint le poids de ouais, c'était 136 et le maximum, ça a été 140 kilogrammes pour 1,73 m. Donc très tôt, j'ai été dans une très forte obésité. Ouais, Donc des gaps incroyables là, hein. ouais, ouais, donc là, il faut je suis né en 90, donc il faut s'imaginer que les gens gros, il y en a toujours eu, mais là, c'était vraiment une obésité morbide, quoi. C'était vraiment, assez énorme et donc je vous fais pas de dessin, mais j'ai vécu, de très, très nombreuses humiliations quotidiennes. En plus, j'étais en région parisienne, dans un collège ZEP et tout ça, donc mais même des humiliations un peu particulières ou simplement une vieille dame qui me regarde avec un regard très particulier et qui me dit à sa petite fille, en gros, que tu vois, si elle continue à mal manger, elle finira comme ça. Donc j'étais une sorte de bête de foire entre guillemets. Donc ça a été assez particulier et j'avais été élevé avec les principes de Jésus, aime ton prochain et quand je sors de chez moi, bah, mon prochain, il a pas l'air de m'aimer, il me connaît pas, mais apparemment le jugement est assez violent. Donc j'imagine même plus ce que j'ai pu ressentir quand j'étais tout petit. J'ai peu de souvenirs quand j'étais petit, mais ça a dû être d'une violence assez énorme. Donc, la nourriture était à la fois ma seule source de plaisir et mon «fardeau» entre guillemets. Donc, j'ai réussi à perdre, 60 kilogrammes parce que, durant l'année de ma première S, je me suis mis un ultimatum quand je suis rentré au lycée. Et je me suis dit: «Si je me laisse un mois», donc le mois de septembre pour perdre du poids. Je crois qu'on est en 2007 à cette époque-là. Je me dis: «Si dans un mois je perds pas du poids, bah, je sais pas ce que je fais, mais en gros, je mets fin à ma vie». Donc j'ai jamais fait de tentative de suicide, mais c'était l'ultimatum et j'ai eu la chance, comme quoi les planètes s'alignent, que ma mère pour la première fois m'inscrive à la cantine
Et donc je me suis dit: «C'est simple», quand j'ai écouté la télé, on disait que si j'étais gros, c'est parce que j'étais un feignant et que je mangeais trop. Donc mon projet, me une sorte d'intuition de survie a été de dire: «Bah, en gros, je fais un seul repas par jour», qui était le repas de la cantine et je ne mange que ça. Et quand je rentre chez moi, bah, j'essaie de bouger, de faire un peu d'activité. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois, en gros, et j'ai perdu 60 kilos. Donc là, dans mon univers théorique, je souffrais, j'étais malheureux dans mon existence parce que j'étais physiquement différent. Donc le jour où dans de fantasme, c'était le jour où je serais normal physiquement, eh bien, je serais heureux. Donc là, ça a sûrement été l'une des plus grosses claques de ma vie. Ça a été de me rendre compte que même avec une apparence et un poids normal, eh bien, j'étais toujours pas heureux. Ça a été vraiment une très grosse claque parce qu'en fait, l'enfer était toujours là dans ma tête, tous ces traumatismes, ces peurs de jugement et ça étaient toujours là et à partir de ce moment-là, je suis un peu parti dans le côté obscur de la force, c'est ce que j'aime raconter. C'est que, je me suis mis à attaquer les autres pour me défendre. Alors c'était pas méchant, c'était un peu comme un sniper de Laurent Baffy, tu vois? J'étais toujours dans des mécanismes très profonds de protection, beaucoup, beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi. Mais bon, j'essayais, de découvrir un pour moi, pour vous donner un exemple, j'ai toujours eu l'impression d'être comme dans une cage et de jamais vraiment avoir accès à ce qu'un humain, faisait, tu vois? Comme si j'étais parmi les humains, mais sans y être vraiment. Une sensation un peu particulière et donc la deuxième lame, Wilkinson est passée. Donc la première grosse claque, c'est voilà, je suis toujours pas heureux malgré mes 60 kilos en moins et à peu près 4 ans après, j'ai ma petite sœur qui part faire un tour de moto, qui me dit: «Je vais faire un tour» et elle a un accident à 500 mètres de la maison, elle décède. Et donc là, je vis l'impermanence de la vie, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui te dit: «Mon chéri, je vais chercher une baguette de pain», peut ne plus jamais rentrer. Et là, je me dis: «Waouh, cette vie n'a aucun sens, à quoi bon faire tout ça si tout peut s'arrêter du jour au lendemain?» Alors j'ai été élevé avec une éducation un peu catholique, donc le deuil de ma sœur, quand je dis deuil, c'est l'acceptation des choses, c'est fait très rapidement dans le sens, je me suis dit: «C'est Dieu qui a voulu ça et j'ai pas Dieu est au-dessus de moi, je n'ai pas à émettre de jugement». Mais évidemment, il y a eu beaucoup une profonde tristesse et j'étais toujours dans ce mécanisme, très fort en moi de j'ai toujours été le gros rigolo et du coup, quand j'ai maigri, bah, j'étais simplement le rigolo, le mec qui va tout le temps bien. Quand on me demandait: «Comment ça va?» c'est: «Je vais bien», alors qu'à l'intérieur de moi, c'était le chaos et pour te dire à quel point j'étais dans un mécanisme profond de protection intérieure, c'est que lorsque j'ai vu le cercueil de ma sœur arriver, dans l'église et tout ça, il y avait tous mes amis et tout ça, tout le monde pleurait et j'étais le seul à pas pleurer. Parce que juste l'idée qu'on puisse me voir pleurer, que les gens puissent avoir un aperçu de mon monde intérieur me terrorisait. C'était tellement inenvisageable que je crois que c'est l'une des plus grandes violences que je me suis infligées à ce moment-là. Bien sûr, après, quand j'étais seul, les larmes ont continué à couler et donc toutes ces choses-là pour dire que j'ai toujours eu une quête, ça a été d'être en paix avec moi-même. J'avais l'impression que c'était possible, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai été dans les voies un peu développement personnel, donc j'ai atteint des choses qui étaient impossibles dans mon monde. J'ai atteint des rêves, notamment, même après avoir perdu du poids, je me suis dit: «Mais c'est normal que tu es pas heureux, c'est parce que ton corps, il est pas assez beau». Alors je suis parti dans le monde de la musculation et j'ai atteint un physique de fitness avec des veines sur les abdos, avec des trucs, vraiment, des diètes de fou, des entraînements de fou, donc j'ai atteint un physique de rêve dans mon monde et j'ai dit: «Putain, je suis toujours pas heureux, quoi». Donc j'étais toujours, j'ai eu la chance d'avoir suffisamment de volonté, peut-être de peur, qui m'ont poussé à atteindre mes Everest personnels et à chaque fois que j'étais dans mes Everest personnels, mes rêves, bah, c'était toujours pas ça. J'étais toujours pas heureux. C'était comme s'il manquait toujours quelque chose. Alors bien évidemment, il y avait, tout ce qui était prière, Dieu,
J'ai exploré un peu le bouddhisme, qui m'avait beaucoup parlé. Euh, il y a eu toute la période un peu New Age qui m'a ouvert un petit peu à cette notion d'amour, qui m'a fait beaucoup de bien. Mais il manquait toujours quelque chose, toujours, toujours, toujours. Et je crois que c'est en 2015 où j'ai commencé encore un peu plus à m'ouvrir, et je tombe sur une conférence sur l'ego. Et j'avais jamais vraiment entendu parler de ce truc-là, l'ego, tu vois. Je, je me dis, mais tiens, c'est ça la source de toutes mes souffrances. Et là, je pars dans une spiritualité complètement perchée. Et j'ai rien contre les spiritualités perchées, hein, mais où on me dit que je suis un ange incarné, que je suis ceci, que je suis cela, que... En fait, ce que j'appelle une spiritualité perchée, c'est qu'en fait, euh, c'est une spiritualité qui n'est pas basée sur une expérience personnelle, elle est basée sur une histoire qu'on va me raconter et qui va me parler. Oh, ça vibre en moi quand tu dis ça. Ok, mais c'est pas une information que j'ai réellement en moi. C'est une information que tu me donnes, et si je la crois, je repars à nouveau dans un mécanisme de croyance. Et ce que je pense être la spiritualité, c'est l'expérience par soi-même des choses. C'est pas développer de nouvelles croyances. Sinon, on repart dans les mêmes mécanismes. Et donc, je pars un petit peu là-dedans. Je me crois être un ange incarné parce qu'on me l'a dit et parce que c'est cool d'être un ange incarné. Et Voilà. je découvre qu'on appelle ça l'ego spirituel, où en fait, de nouveau, je m'identifie à quelque chose d'un peu plus pur, un peu plus subtil. Et je ne dis pas que cette information, elle est fausse, hein. Ça se trouve, je suis vraiment un ange incarné, mais je n'ai pas eu l'information par moi-même, par l'expérience directe. C'est quelqu'un qui m'a apporté une information. Mine de rien, l'idée d'être un ange m'a permis de commencer ma chaîne YouTube. Et donc, j'ai fait ma chaîne YouTube là-dessus, puisque j'étais un ange à un certain niveau. Mais au bout d'un moment, il s'est passé quand même un problème, c'est que tout ce que je fais dans la vie, le but, c'est d'être en paix avec moi-même. Et quand on m'a dit que j'étais un ange, ça m'a apporté beaucoup de paix au début. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que pour un ange, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en paix en moi. Et me suis vite rendu compte que c'était bancal. Pareil, je suis parti dans le monde énergétique, dans le monde du clair ressenti, de la géobiologie, qui m'avait apporté beaucoup de paix. Et j'ai un tout petit défaut, c'est que quand quelque chose m'apporte quelque chose de positif, j'ai tendance à le faire à l'extrême. Et donc tout ce que je fais, j'ai tendance à le faire à l'extrême. Et forcément, quand les choses, tu les fais à l'extrême, bah, au début, ça t'apporte du bon, et puis au final, bah, c'est de pire en pire. Un peu comme le bouton de moustique, si tu le grattes 2 secondes, bah, ça fait du bien. Mais si tu le grattes pendant 5 minutes, bah, tu as une plaie, quoi. Et donc tout ce monde énergétique et tout ça m'apportait beaucoup de paix au début, mais plus je rentrais dedans, bah, plus au final ça redéveloppait des formes de stress, de choses comme ça, de peur. Et donc pareil, au bout d'un moment, je remets tout ça en question. Et, euh, et je découvre aussi, à mes 25 ans, je rentre en relation de couple pour la première fois de ma vie. Je rencontre une personne extraordinaire. Et tu vois, avant de rencontrer cette personne-là, je faisais déjà des vidéos sur la paix ou comment être bien, parce qu'en fait, j'étais vraiment en paix avec moi-même avant de rencontrer l'autre, l'amour. Et quand je me suis mis en couple, eh ben, ça a réveillé tous les vieux démons que je croyais être finis. Toutes les choses que j'avais cru être résolues, bah, c'était pas résolu. Parce qu'en fait, la relation de couple a été quelque chose, une sorte de miroir parfait. Même avec mes amitiés, je pouvais entretenir une sorte de masque, de ça va bien, de tout ça. Mais dans le couple, c'était, j'étais tellement, il y avait tellement cette authenticité, cette fusion, je sais pas, qu'en fait tout est remonté. Et, euh, et ce qui a sauvé mon couple entre guillemets à ce moment-là, c'est que 2 mois après la mise en couple, j'ai lu Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Et là, j'ai eu l'évidence de ce que signifiait être dans l'instant présent. Et là, j'en ai goûté une telle paix. Et être dans l'instant présent, c'est simplement détourner son attention du mental, des histoires dans notre tête, à simplement notre respiration, simplement notre corps physique, être simplement présent. Et j'en ai goûté une telle paix, une paix qui est tellement déjà là, en fait. C'est juste où est-ce que je pose mon attention, qu'en fait, comme à mon habitude, je suis parti dans une forme d'extrême,
où en fait, je n'ai fait que ça, plonger dans l'instant présent. À chaque pensée qui revenait, je décalais mon attention des pensées et je plongeais dans cet instant, dans ce pur moment présent de paix. Et j'en ai reconnu le précieux de cet instant. Et donc, on pouvait dire que j'étais dans cette méditation de pleine conscience. Si j'étais debout 12 heures dans une journée, eh bien, j'essayais d'être 12 heures dans ce moment-là. J'alternais entre les enseignements de Tollé à travers les audios, les vidéos, les livres. Je lisais, j'appliquais, je lisais, j'appliquais. Et quand j'ai lu Nouvelle Terre, j'ai eu une sorte de prière, d'intention, c'est d'incarner les mots qui étaient écrits dans ce livre, coûte que coûte. C'est-à-dire que si je devais tout perdre dans ma vie, même la personne que j'aimais, la famille, j'étais prêt à tout sacrifier pour pouvoir vraiment incarner ces mots dans toute leur profondeur. Donc pas rester ça dans la dimension mentale, théorique, mais vraiment que chacune de mes cellules vive ça. Et donc, et donc la vie m'a mis en lumière tout ce qui pouvait me faire croire que cette paix intérieure, ce moment présent pouvait disparaître. Euh, Ça m'a, notamment à travers le couple, les discussions, ça m'a permis de m'observer, de voir tout un tas de mécanismes, de les observer aussi chez les autres. Et ça a été extraordinaire. Et, euh, et à chaque fois, je revenais dans cet instant présent avec l'idée que, avec une pseudo-croyance que ça pouvait partir, une sorte d'effort. Et vers fin 2016, il y a, comment on appelle ça, j'ai découvert un peu Muji. Donc, l'enseignant principal a été Eckhart Tolle et après Muji, pendant quelques mois, semaines, j'ai plus trop la notion du temps. Ben pareil, je suis tombé à fond dans du Muji, dans qu'est-ce qu'il perçoit, qui suis-je réellement? Et en mars 2017, cet instant présent où j'avais l'impression qu'il me fallait un effort pour y revenir, c'est comme s'il y a eu cette évidence que ça ne pouvait plus bouger, que cette paix, peu importe si je me mettais à ressentir des émotions très fortes, que dans mon mental il y ait du stress, c'est comme si cette paix était devenue indéboulonnable. Et j'ai essayé de déboulonner cette paix en retombant dans des addictions, dans des choses, dans des grandes colères, dans tout un tas de choses qui n'étaient pas spirituelles. Et ça demeure toujours là, maintenant. Et, euh, et voilà un petit peu. Et donc, du coup, bah, à travers ma propre relation de couple qui m'a mis en lumière toutes les émotions que je voulais pas voir, toutes les attentes, toutes les frustrations, ça m'a permis de me rendre compte que, eh bien, l'homme et la femme sont différents, qu'ils ont des fonctionnements différents, que parfois certains hommes euh, sont plus habités par des énergies féminines, certaines femmes plus par des énergies masculines, qu'on utilise dans le couple les mêmes mots, mais on n'a pas forcément les mêmes attentes, on ne met pas forcément les mêmes choses derrière les mots. Et, euh, et voilà. Donc du coup, ça m'a appris aussi à découvrir tout mon monde émotionnel, apprendre à s'accueillir, à pas rentrer dans la résistance, à s'autoriser à ne pas être bien. Donc tu vois, tout s'est entremêlé. Mais le couple pour moi, et c'est pour ça que parfois avec un peu d'humour, je dis que ma partenaire est mon maître spirituel dans le sens où elle me montre tout ce qui n'est pas résolu en moi. Et je sais que j'ai pu lui donner cette étiquette, ce rôle-là, parce que je sais qu'au fond d'elle, elle m'aime vraiment. Je sens que c'est pas un amour de possession. Et, euh, et comme tu C'était c'était étonnant parce que tout à l'heure, quand tu as parlé du couple, justement, tu as eu une phrase très particulière qui m'a interpellé, que j'ai notée. Tu as dit, juste avant la mise en couple. C'était étonnant, cette phrase, dit de cette manière, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que je vois clairement que en parlant rapidement dans mon cheminement personnel, il y a un avant-après extraordinairement différent du couple. C'est-à-dire que le couple m'a permis de grandir
déjà sur le point de vue relatif, de passer vraiment d'un enfant, d'un adolescent à de plus en plus vers un homme, mais ça a été tellement challengeant, tellement, 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 et c'est là où j'ai compris pourquoi tellement de gens peuvent être seuls ou ne supportent plus d'être en couple, tu vois? Parce que ça, en tout cas dans mon monde, ça a venu réveiller mais des choses tellement fortes, tellement sur ce que je croyais être l'amour, sur ce que je croyais, que ce que l'autre devait faire si, s'il y avait véritablement de l'amour. C'est-à-dire que le couple a été une sorte de cataclysme. Ça m'a invité à mourir au sein du couple des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. De mourir à ce que je croyais vrai sur la vie, sur le couple, sur moi-même, sur les relations. Et quand je dis mourir, c'est parce que très souvent, nos identités reposent sur ce que l'on croit vrai, sur nos croyances, sur nos expériences, sur toutes ces choses-là. Et quand tu te rends compte que ces choses-là sont bancales, bah, il y a une petite mort qui se passe, toi. Il y a quelque chose de très profond, de transcendantal, mais je comprends à quel point, pourquoi on s'autorise pas ça, parce que si on lâche toutes ces choses avec lesquelles on s'est défini, toutes ces attentes, on devient qui? On devient quoi? C'est, J'ai 2 questions qui me viennent, Sébastien. La première, c'est, tu as expérimenté une multitude de choses dans ta vie pour, atteindre cet état de paix et quand tu as trouvé cet état de paix, tu as voulu remettre en expérience, cet état-là, en fait. qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire par remettre en expérience? c'est-à-dire que tu étais en c'est comme si tu avais enfin, atteint ton état de paix et que justement, comme tu disais que tu avais l'habitude de maintenir, peut-être un excès dans la chose, tu as voulu justement, remettre des cataclysmes pour voir si cet état de paix, allait être détrôné par, addiction ou autre chose dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et je le vois d'un certain niveau que c'est complètement égotique. C'est parce que j'étais persuadé d'avoir saisi une paix, donc je m'en suis rendu compte aussi derrière que ça avait été rattrapé un petit peu cette expérience-là. Mais au final, peu importe. L'idée, ça a été ça, oui, ça a été parce qu'en fait, pour rajouter un peu plus de détails, c'est que lorsque je suis rentré dans ce cheminement spirituel de pleine conscience et tout ça, il faut savoir que j'étais vraiment, dans mon monde, il y avait des choses spirituelles et des choses qui n'étaient pas spirituelles. C'est-à-dire que, j'aimais, par exemple, à une époque où je faisais du sport, écouter du son comme Eminem, des sons électro et tout ça, et j'étais rentré dans l'image que je me faisais de la spiritualité où tout ça n'était plus possible. Je peux pas me permettre d'écouter des sons comme ça. Donc il faut que j'écoute des mantras, des Om, Shanti, je sais pas quoi, enfin, toutes ces choses-là. Donc j'écoutais que des musiques qui étaient très douces, relaxantes. J'étais dans une forme d'ascèse assez forte quand même, assez forte, je sais plus comment on appelle ça, j'avais une diète, sattvique où c'était très, une alimentation très vivante, j'avais la parole pure. J'essayais d'incarner le plus la perfection spirituelle que je cherchais. J'étais dans les jeûnes, je faisais plein de choses comme ça et je voulais voir si tout ça était lié à ça, tu vois? Était lié à cette pseudo, spiritualité relative que je mettais en place? Ou est-ce que quand je disais le mot «merde», que je mangeais un burger et que je regardais un match de foot en écoutant du son Eminem, est-ce que ça pouvait demeurer là? Est-ce que cette paix était conditionnée à tout ce que je faisais, à tout ce que j'avais à ce moment-là, à tout ce que j'avais expulsé de ma vie? Était-ce une paix réellement inconditionnelle ou était-ce une paix conditionnée? Et par l'expérience, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment inconditionnée, totalement inconditionnée. Ce qu'on pourrait appeler, aujourd'hui sur terre, l'amour inconditionnel, c'est comme ça que tu pourrais le décrire aussi? Oui, parce que dans mon expérience, la paix et l'amour sont indissociables. Ils sont totalement entremêlés. Je pense sincèrement que l'amour véritable est forcément lié à la paix véritable et vice versa. Et on pourrait très bien aussi dire que, heu,
ce sont les mêmes phases enfin, ce sont les phases d'une même pièce, on pourrait dire tellement de choses là-dessus. Mais au sein de la paix, il y a tellement d'amour et au sein de l'amour, il y a tellement de paix. Heu, ouais, c'est ce qui me vient. Mmh. Et l'amour, quand tu parlais du couple, est-ce que tu penses que sur terre, l'expérience de l'amour et du couple, on pourrait dire que c'est l'ultime, expérience, du dépassement de soi-même puisque c'est quand même un sacré miroir grossissant et est-ce que tu penses qu'il y a encore, épreuve plus intense que celle-ci, après tout ce que tu as vécu? J'ai l'impression que c'est relativement personnel et il faudrait pas croire que parce qu'on est célibataire, on n'a pas accès à tout ça. Je j'y crois pas du tout. Il y a 3 chemins qui m'ont vraiment, réveillé beaucoup de choses à moi-même. C'est l'entrepreneuriat. Ça m'a c'est une expérience de vie qui m'a réveillé beaucoup de choses. Il y a le couple et il y en a une autre aussi, mais en fait toute la vie en elle-même peut être un miroir, donc il faudrait pas croire qu'il y a que le couple. Mais, par exemple, le fait d'avoir des enfants, c'est une expérience que je n'ai pas et je pense que ça aussi, ça doit te mettre, face, l'enfant qui est en face de toi, ton enfant, soi-disant ton enfant, heu, ça peut être, aussi une expérience, extraordinaire, de mise en lumière de choses qui sont pas résolues. Donc, j'ai pas envie de laisser, la croyance que, il faut que ça passe par le couple. Ce que je dis, c'est que dans mon expérience personnelle, il y a rien qui a réveillé autant de choses que ça, mais c'est pas parce que mon expérience personnelle ne sera pas l'expérience de toutes les personnes qui seront là, ce soir et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite, préciser tout de suite. C'est que c'est pas parce que ce que je dis n'est que ma vérité relative, c'est que si ça vous parle, c'est à vous de voir si dans votre réalité ça vous parle, si ça match. Mais on n'est pas là pour développer des croyances parce que Sébastien, il a dit, l'idée c'est vraiment de faire ses propres expériences, de ce qu'on croit juste, de ce qu'on croit vrai et je pense que c'est la base de tout et après on peut partager nos expériences. Mais effectivement, le couple pour moi, c'est ce qui a été le plus grand révélateur en tout cas. OK. Est-ce que tu veux revenir avant de continuer sur l'amour et le couple, sur les relations humaines pour introduire le reste? Sur les relations humaines, oui, on peut parler, on peut, on peut aller au niveau des relations humaines. Au niveau des relations humaines, il y a aussi une autre type de relation humaine qui a été, personnellement, très challengeante. Ça a été la relation que j'ai eue avec mes parents et principalement au niveau aussi avec ma mère. Heu et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça peut dans j'ai rencontré beaucoup de gens où il y a des relations qui peuvent être extrêmement compliquées. Et je sais que notamment, il y a une très grande partie du temps où j'ai haï mes parents et plus particulièrement ma mère parce que c'est elle qui nous faisait à manger et je l'ai portée entièrement responsable de tout ce que j'avais pu vivre, de comment j'avais et je sais qu'il y a eu tout un cheminement déjà, de revenir vers eux, tu vois? Parce que je savais qu'au fond d'eux, ils avaient un bon fond et il y a eu tout un chemin de pardon, pour me pardonner moi-même, reprendre mes responsabilités, où je n'étais pas que victime, de me rendre compte qu'ils ont fait comme ils ont pu, au moment où ils ont pu et de manière un peu plus large, les relations humaines, pour moi, sont, des miroirs qui sont extraordinaires parce que, dans ce que j'ai pu comprendre, c'est que mon monde intérieur ne dépend pas en réalité, des choses extérieures et on a souvent cette confusion, c'est de croire que si je me sens mal en parlant avec toi, c'est de ta faute et on a aussi la confusion de si je me sens bien en parlant avec toi, bah, c'est grâce à toi si je me sens bien et ça, en explorant intérieurement, je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait juste, qu'en réalité, le monde extérieur n'a aucune possibilité de nous impacter réellement. En général, le monde extérieur nous impacte réellement pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a aucune connaissance de son monde émotionnel, que lorsque l'on vit des choses traumatisantes ou très marquantes, on a des mécanismes de protection qui semblent être nécessaires, mais qui sont souvent contre-productifs. Et, et plus on arrive à découvrir son monde intérieur, à s'accueillir
à reconnaître les émotions pour ce qu'elles sont, de simples émotions, des énergies qui circulent, plus on se rend compte que bah, à l'intérieur de soi, les choses circulent et que même quelqu'un qui veut te blesser, bah, c'est pas possible. En réalité, il ne révèle en toi que des blessures, que des émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été acceptées. Combien de, enfin, il y a une expérience qu'on a tous vécue. Il suffit qu'une personne fasse une blague et il y a 10 personnes qui l'écoutent et il y aura 10 réalités intérieures différentes. Il y a quelqu'un qui peut exploser de rire parce que ça fait écho à ce qu'il a déjà vécu. Il y a quelqu'un qui peut se sentir profondément touché, vexé, une autre qui peut se mettre à culpabiliser parce qu'elle rigole, une autre personne qui trouve ça pas du tout drôle, une personne qui s'énerve. Et du coup, est-ce que le mec qui raconte la blague, il est responsable de ces 10 réactions émotionnelles chez ces 10 personnes? Mais bien évidemment que non, en fait. Bien évidemment que non. En fait, il est le révélateur à travers ses mots. Et c'est pour ça que souvent, à la fin de mes podcasts que je fais sur YouTube ou quand je fais des vidéos, je dis: «Souvenez-vous que tout ce que je dis ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots et parfois les mots révèlent des choses à l'intérieur de vous». C'est simplement pour réaliser de: «Ah oui, tiens, ce qu'il vient de dire, ça vient de réveiller de la colère en moi, mais au final, ce ne sont que des mots. Donc qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi?» Et c'est pour ça que j'invite les gens à poser leur regard à l'intérieur et les relations humaines, pour ceux qui le peuvent, c'est une opportunité de voir à travers les interactions de qu'est-ce qui est en train de se réveiller en moi lorsque j'interagis avec certaines personnes. Et du coup, on il y a un côté où on n'est plus victime de l'autre, l'autre devient presque, l'autre devient précieux parce qu'il peut nous montrer tout ce qui n'est pas résolu en soi. Et j'ai une anecdote qui montre que même avec tout l'amour du monde, on peut réveiller des choses très violentes chez les gens. Je me rappelle une fois, j'ai vu une vieille dame qui était toute courbée, qui était assez frêle et qui portait un gros sac et je me suis approché, et je lui ai dit: «Madame, est-ce que vous voulez que je vous donne un coup de main?» Et ben, elle m'a envoyé chier, hein. Elle m'a dit: «Mais, je peux me débrouiller toute seule, vous me prenez pour qui?» Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience de me dire: «Mais waouh! Il n'y avait pas un élan en moi plus pur que celui-là. Il n'y avait pas». Et cette personne-là m'a envoyé chier comme si je venais de l'insulter. Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est évident que même avec les plus belles intentions, eh ben, il y a chaque être humain est rempli de blessures, est rempli de traumatismes, d'attentes, de choses comme ça et et à travers les interactions, les mots, les silences, les non-actions, les actions, eh bien, on réveille certaines choses chez l'autre, en soi. Et pour moi, le travail spirituel, il est là, c'est d'amener plus de conscience sur ses fonctionnements, sur ses mécanismes, sur ses réactions. On est plus là pour s'observer en conscience. On n'est pas tant là pour se modifier. Il faudrait être mieux, il faudrait pas être comme ça, d'apporter encore un jugement là-dessus. Non, c'est vraiment avec tout l'amour, avec toute la bienveillance, avec toute cette quiétude d'observer en soi ces fonctionnements. Ces fonctionnements qui ont leur place, parce que si ces mécanismes-là sont en place, eh ben, c'est parce que c'est pour bah, nous protéger. Les mécanismes de l'ego à la base, c'est bienveillant, hein, c'est pour qu'on ne souffre pas. Bon, bah, ça marche pas, ça marche pas forcément terrible, mais voilà, donc c'est de mettre en lumière ces fonctionnements, gagner en clarté à l'intérieur de soi, gagner en clarté sur les pensées qui nous traversent, qui ne sont que des pensées, ce n'est pas notre identité. Les émotions qui nous traversent ne sont que des émotions, ce ne sont pas notre identité. Les expériences sont des choses que nous expérimentons, mais ça ne nous définira jamais. Et j'ai l'impression que la souffrance que j'ai vécue, la souffrance humaine, si j'extends un petit peu, vient vraiment d'une forme d'ignorance, où on ne reconnaît pas vraiment les choses telles qu'elles sont. On se mélange avec les objets et c'est normal qu'on souffre. 99 des choses avec lesquelles on s'identifie sont des choses impermanentes. On se définit avec un corps physique qui ne fait que changer. On se définit avec des systèmes de croyances qui évoluent en fonction des temps. On se définit à travers des statuts sociaux qui peuvent évoluer à n'importe quel instant. Et donc on se définit à travers des choses qui sont impermanentes. On cherche un bonheur à travers un système de pensée, à travers des possessions, et encore une fois, toutes ces choses sont impermanentes. Donc en fait,
il est normal que l'on souffre et que nous ne soyons jamais heureux, puisque tout ce que l'on fait, les choses avec lesquelles on se définit sont impermanentes et les choses qu'on essaye d'avoir pour être heureux sont aussi impermanentes. Quelle folie de croire qu'on peut avoir un bonheur et une paix permanents avec des choses qui sont en permanence impermanentes. Et là, ça nous amène à des questions profondes. C'est est-ce que une paix permanente existe? Est-ce qu'il existe un bonheur permanent? Si oui, il est où? Il peut être que dans ce qui est permanent. Et qu'est-ce qui est permanent dans cette existence? Parce qu'il semblerait que tout soit impermanent. Même le Soleil, dans 3-4 milliards d'années, mais il sera plus là. Donc ça veut dire que dans le monde observable, tout ce qui est observé a une durée de vie. Ça peut être des milliards d'années, mais ça a une durée de vie. Ça naît et ça meurt. Et je crois que c'est dans un des bouquins d'introduction des Tolle. Je sais que ça parle pas toujours à tout le monde, mais je vais quand même le répéter parce que pour moi, ça a été tellement marquant. Il dit, si dans l'univers absolument tout était bleu, le bleu ne pourrait pas exister. Parce que pour que le bleu existe, il faut qu'il y ait une autre couleur pour qu'on dise, ah bah tiens, ça c'est du bleu, et ça par exemple c'est du jaune. Donc si tout est bleu, le bleu n'existe pas. Et donc, on peut tous être d'accord qu'on observe que tout est impermanent dans le monde. Ça veut dire qu'on ait conscience de l'impermanence de toute chose. Mais si tout était réellement impermanent, on ne pourrait pas en avoir conscience. Ça veut donc bien dire que ce qui perçoit l'impermanence est permanent. La question alors est qu'est-ce qui perçoit cette impermanence en soi? Et là, c'est l'invitation d'une exploration intérieure des questions les plus fondamentales sur qui suis-je, euh, et, et voilà quoi. C'était bien expliqué, hein. Pour ton explication. Non, c'est très intéressant. Il y avait une notion de quantique à un moment donné quand tu disais que tu parlais quand on observe quelque chose, justement, il y a une interaction. Ça m'a fait penser au domaine quantique, ce que tu disais sur ce point. Oui, après, mes connaissances du monde quantique sont extrêmement faibles, mais de ce que j'ai pu voir dans des vidéos un peu vulgarisantes sur YouTube, c'est qu'effectivement, lorsque une observation au niveau quantique, quand il y a un observateur, l'expérience se modifie. Ouais. Donc, oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime dire que la simple observation bienveillante et silencieuse d'un mécanisme en soi ou d'une émotion en soi transforme déjà cette émotion et ce mécanisme par le simple fait d'observer. Donc sans partir dans la physique quantique où là je n'aurai pas les trucs, mais simplement avec une observation consciente, silencieuse, il y a déjà une transformation qui se fait dans l'instant. Tu voudrais, Sébastien, que je propose, bah, à ceux qui le souhaitent, éventuellement, pendant que tu continues, à commencer à poser des questions, si des personnes veulent prendre le micro, comme on fait d'habitude? Ou tu aimerais Avec, terminer peut-être, ou tu peut-être terminer une partie que tu voulais nous partager? alors pour moi, j'ai totalement fini ce que j'avais à dire, donc là, je suis totalement ouvert à, à la discussion, aux questions, donc c'est OK, parti. donc je propose à tout le monde pour les questions, en fait, vous avez juste à cliquer sur votre micro. Ça va lancer un appel, comme quoi, bah, vous avez envie de prendre le micro et poser une question à Sébastien. Et nous, ce qu'on fera avec, Isa, Björkyo, on viendra vous activer les micros, bah, que vous puissiez intervenir, échanger avec Sébastien. En attendant que vous posiez vos questions, est-ce que Isa, tu aimerais, intervenir sur ce qui a été échangé jusqu'à présent? Euh, oui, c'est, mais j'ai pas de mots en fait. Euh, non, j'ai pas de mots parce que c'est aller chercher son noyau intérieur en fait et ne pas laisser l'extérieur le détruire entre guillemets, mais c'est l'extérieur qui va nourrir ce noyau et permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelque part.
Tu as fini ça? Oui, 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 j'ai fini. Oui, j'ai fini. Oui, oui. Tu veux répondre, Sébastien, à ce qu'a dit Isa? Euh, j'ai rien à rajouter de particulier là-dessus. Je j'ai rien à rajouter de particulier là-dessus. Tu sais, il y a tout un tas de vocabulaire, de choses. Je sais pas ce que veut dire noyau intérieur, mais j'ai l'impression de saisir ce que Isa dit et et j'ai rien à rajouter de particulier. Ouais, je tends à dire tout à fait oui à ce que Isa vient de dire. Ouais. OK. Moi, j'avais une question, Seb. Est-ce que tu penses que l'être humain est fait pour vivre en couple? Qu'est-ce que je pense? Ça me fait Ouais. toujours rire quand on me demande ce que je pense, parce que ce que je pense n'a aucune espèce d'importance, j'ai l'impression, parce que ce que je pense, c'est basé sur tout un tas de biais, de choses comme ça, mais euh, n- tout dépend à quel niveau on se place, d'un point de vue purement matériel. Il semblerait que... donc, tu as dit d'être en couple, c'est bien ça? Est-ce que l'humain est fait Oui, pour être en couple? en fait, si je dois détailler cette question, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, des personnes avec qui j'ai échangé, qui se demandent justement si, aujourd'hui, à l'ère, on va dire en 2021, les modalités de couple, par rapport à ce que la société, nous a enseigné, transmis ou même nos propres parents, est-ce qu'aujourd'hui, la vision du couple qu'on pourrait avoir serait complètement différente de ce qui a été jusqu'à présent, en fait. C'est-à-dire, si je dois rentrer encore dans le détail, vivre ensemble, avoir une maison, un chien, un chat, un travail, tu vois? J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un élan intérieur, tu vois. Je pense si on essaie de normaliser ou de croire qu'il y aurait dans les énergies 2021 qu'on tend vers ça, je pense qu'une personne qui dit ça, elle parle juste de son monde intérieur, tu vois. Pour moi, il y a 7 milliards d'univers, et donc, euh, et donc à partir de ce moment-là, si dans la personne, ce qui lui parle profondément, c'est d'avoir un couple, un chien, une maison, c'est OK. Si pour une autre personne, c'est pas du tout ça et c'est une autre forme d'expérience, de relation à l'autre dans la sexualité et tout ça, j'ai l'impression que c'est plus un rapport à- Alors, est-ce que du coup, on tend à être moins conditionné sur nos attentes et tout ça? Je sais pas. J'ai, je sais pas. Je dirais vraiment que ça dépend. Ça dépend et qu'il y a des choses qui vibrent pour certaines personnes, qui sont évidentes et qui veulent expérimenter les choses d'une certaine manière. Et puis qu'il y en a d'autres qui, qui vont s'ouvrir à des nouvelles types de relations qui n'étaient peut-être pas connues, reconnues, admises, tabous, je sais pas, et qui vont peut-être s'ouvrir. Donc effectivement, peut-être que dans les nouvelles énergies ou les nouvelles permissions, il va y avoir des nouvelles formes de relations qui vont exister. Peut-être qu'elles ont toujours existé, mais on n'en parlait pas. Peut-être que ça va être plus admis. Voilà ce qui me vient un petit peu là-dessus. Je te remercie pour ta réponse. N'hésitez pas à appuyer sur le micro si vous avez des questions. Moi, j'en ai encore une autre là qui me vient, c'est, justement dans la relation de couple, en fait, et puis on en avait parlé avec, Isa tout à l'heure. Quand justement on est face à toutes nos émotions et que, le mutisme ou le silence, prend part en nous quand on est submergé, dépassé par nos émotions, ce qui peut arriver quand on est à 2. Quand on est seul, on le gère d'une manière, mais quand on est à 2, c'est différent. Heu, Mhm. comment faire face à quelqu'un qui ne peut plus, qui ne veut plus communiquer justement quand on est à 2, quand on est en couple à 2. Comment faire pour arriver à se relier quand cette, connexion s'interrompt ou quand l'un des 2 décide de l'interrompre? Comment entrevoir la chose, en fait? Alors, je vais parler en termes d'énergie, parce que c'est ce que j'ai cru voir dans les relations, c'est qu'il y a des polarités, et en nous, on a les deux polarités, masculin et féminin. Et dans une relation de couple, bah, il y a des personnes qui ont une polarité féminine plus développée que d'autres. Et j'ai remarqué notamment que lorsqu'il y a une problématique dans une relation de couple par exemple, la polarité, enfin l'énergie dominante féminine en nous
va avoir besoin d'explications, va avoir besoin de communiquer, va avoir besoin de parler du problème pour mettre en lumière les choses, alors que l'énergie masculine va avoir besoin d'un mouvement de repli sur lui-même pour pouvoir faire un point et mettre les choses au clair. Et en parlant très rapidement, eh bien, c'est pour ça que parfois, lors d'un conflit, on voit l'homme qui part, qui monte, qui s'enferme et qui n'arrête de discuter, et que la femme, elle comprend pas, quoi. Elle se dit: «Mais il veut plus communiquer, il m'aime plus» ou un truc comme ça. En fait, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est des fonctionnements qui sont différents. Et c'est pour ça que, pour moi, dans la relation de couple, l'amour se entre guillemets, «se construit». Et qu'est-ce que je veux dire par l'amour se construit? C'est que tant qu'on ne réalise pas que l'autre est différent, à partir de ce moment-là, on peut jamais être dans l'amour. Parce que l'amour, ça va être en partant du postulat que l'autre est différent, on va apprendre à comprendre le fonctionnement de l'autre, à comprendre que son mouvement de repli ou son mutisme est quelque chose dont il a besoin, et de se rendre compte, d'accord, quand l'autre est dans une forme de mutisme, qu'est-ce que ça réveille en moi? Tu vois? Et là, on va être pour moi dans la vraie dimension spirituelle. C'est qu'est-ce que cela m'invite à ressentir? J'ai peur qu'il ne me réponde plus, j'ai peur que ça soit la fin de la relation, ça me fait me sentir très coupable de certaines choses. Et là, du coup, on rentre dans qu'est-ce que ce mutisme de l'autre m'invite à ressentir? Et souvent, c'est extrêmement désagréable. On a peut-être besoin d'être rassuré, on a peut-être besoin de... Tu vois, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et c'est pour ça que ça passe pour moi dans ça. Peut-être que l'autre a besoin d'un espace et de revenir un peu plus tard quand il a les idées un peu plus claires, parce que parfois, il peut y avoir de la colère et sous la colère, on se met à dire des choses qui sont parfois très dures, très violentes et peut-être parfois d'être dans une forme de mutisme, eh bien, ça peut aider. Et il est vrai aussi que parfois, et c'est là où en fait, il est intéressant de parler, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ont leur comportement tel qu'ils sont, ils ont envie d'être acceptés comme ça, et après ça demande à savoir: «Est-ce que je veux continuer une relation comme celle-ci?» Ça nous met face à des vraies questions. C'est pas parce qu'il y en a un qui veut communiquer que les 2 veulent communiquer, et c'est là où on se rend compte: est-ce que pour moi la communication est quelque chose d'important? Si oui, est-ce que je peux continuer à vivre ça ou non? Donc toi, ça pose des vraies questions. C'est toujours pareil, est-ce que dans le couple, il y en a peut-être un qui a envie d'évoluer, gagner en conscience, mais l'autre peut-être pas du tout? Et c'est là, que le couple, bah, c'est souvent d'avoir, un peu une vision commune, tu vois? De voir vers quoi on veut tendre, et heu et parfois, bah, l'autre il veut pas tendre du tout vers la même chose. C'est-à-dire que peut-être que l'autre il a des prises de conscience spirituelles, et l'autre pas du tout. Et donc l'autre veut continuer son cheminement tel qu'il est. Il n'a pas demandé à être plus conscient, plus éveillé sur certains sujets, et donc parfois ça s parfois il y a simplement une sorte de tolérance, d'accepter l'autre tel qu'il est. Parce qu'au final, malgré son manque de mutisme, et ben à par à travers son mutisme, et ben, peut-être que dans d'autres circonstances, ben, c'est quand même vachement compatible. Donc tu vois, il y a tout un tas de choses qui peuvent être, mis en lumière à travers ce mutisme. C'est ce qui me vient en tout cas là-dessus. OK, OK. Je te remercie pour le retour. Ah bah, tiens, il y a Cristalline qui aimerait poser une question. J'en ai une bonne et je la garde pour après. Et Cristalline, bonsoir à toi. Bienvenue dans l'émission. Je suis ravi que tu puisses prendre le micro et poser tes questions à Sébastien, je t'en prie. Faut Son juste micro est mute. Ouais. ouais, parce qu'il faut juste que tu appuies sur le bouton, voilà, c'est bon, tu l'as unmuté, c'est parfait. Bonsoir Cristalline. Oui, bonsoir. Moi, je Bonsoir voulais juste Cristalline. faire... Bonsoir Sébastien. Je voulais juste te faire une remarque pour la définition de l'amour. En fait, c'est le souffle de Dieu à travers nous. C'est juste, c'est juste le fait que euh, l'amour ne se définit pas, en fait. Il n'y a pas il y a pas d'explication à l'amour. C'est le don de soi sans demander, en retour. C'est simplement ça, en fait. Totalement, oui.
Si tu devais, Cristalline, parce que là, par exemple, tu fais une remarque, l'objectif c'était de poser une question. Par exemple, si tu devais émettre une question, quelle question tu émettrais? Si tu en avais une, parce que tu dois avoir sûrement des questions. Bah, j'ai du mal à poser une question, sur ce sujet-là, en fait. C'est pas quelque chose qui se définit en termes de relations ou en termes euh, de domaine, que ce soit professionnel, que ce soit avec les enfants ou que ce soit en couple. C'est juste le fait que sans, sans amour, euh, nous ne sommes pas des êtres vivants, en fait. J'entends, mais l'objectif là, en fait, c'est Non, mais elle soulève quelque chose de très intéressant, Julien, Ouais. Cristalline, parce qu'en fait, l'amour, euh, l'amour, on peut en parler à différents niveaux. Et effectivement, le point de vue dont elle amène, Cristalline, c'est qu'elle amène vraiment à l'essence pure de ce qu'est l'amour. Et l'amour, en réalité, est absolument indéfinissable. C'est que tous les mots que je mets sur l'amour ne, ne peuvent contenir l'amour. Et ce qu'elle dit est tout à fait juste. C'est vraiment tout à fait juste. C'est que l'amour n'est pas une question de relation, n'est pas une question de à l'autre, à moi, travail, enfant. C'est absolument vrai ce qu'elle dit. C'est juste que je me place à différents niveaux où je parle d'amour à certains trucs, mais au niveau auquel elle parle, c'est au niveau de l'amour le plus pur qui est totalement inconcevable, qui n'est pas conditionné, qui n'est pas quelque chose à faire, à avoir. C'est l'essence de toute chose. C'est que sans amour, l'univers entier n'existerait pas. C'est au sein de quoi tout peut exister. Et je trouve que sa remarque est tout à fait juste, parce que et même en disant tout ça, on, on- on- on effleure même ce qu'est l'amour en réalité. Donc je trouve quand même précieux, même si elle n'avait pas de questions, je trouve quand même que c'est quelque chose de tout à fait juste. Tout à fait juste, ouais. Ça résonne pour toi, Cristalline? Oui, c'est ça, c'est l'essence divine, en fait. Oui, oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Bon, je te remercie d'avoir, osé et pris la parole, et Mm. être intervenu comme tu l'as fait. Merci Christeline. Je vous en prie. Björkio, tu avais une question à poser? Moi, c'est une question slash remarque, parce que j'aime pas trop généralement les questions qui sont orientées ou qui sont un peu fermées, mais est-ce que finalement, l'ultime relation de couple, c'est réussir à apprendre à être agréablement seul, mais à deux? C'est-à-dire que l'autre soit davantage le reflet de combien on est capable d'apprécier sa propre compagnie, plutôt que l'autre soit l'objet qui conditionne le fait de se sentir bien avec soi-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu touches qui est très important, c'est que en général, on arrive à aimer, à aimer l'autre qu'au degré où on est capable de s'aimer soi-même. Donc, il y a quelque chose de très juste là-dedans. Alors, dire que c'est l'ultime et tout ça, je pourrais pas le dire, mais c'est vrai que plus on rentre dans une émotion profonde en soi de la qualité d'être, d'amour qui est juste là, plus il y a une capacité, entre guillemets, d'aimer l'autre pleinement, d'aimer l'autre dans ses moments les plus beaux, parce que c'est facile d'aimer l'autre quand tout va bien ou quand... Et puis parfois, l'autre peut tomber dans des travers ou dans des mécanismes assez violents. Et j'ai l'impression que plus on est connecté à cet amour en soi qui n'est pas forcément conditionné par une identité personnelle, plus on peut remarquer, et au final, l'amour, c'est se reconnaître en l'autre. C'est pas forcément se reconnaître dans les différents fonctionnements, mais c'est plutôt se reconnaître dans la vie qu'il est. La vie qui anime Sébastien est la même que chaque être humain qui est là. Et reconnaître ça, j'ai l'impression que c'est aussi ça l'amour, tu vois, à un certain degré.
Et plus je réalise que ça en moi est l'amour, plus j'ai une capacité à véritablement «aimer» entre guillemets. Et et effectivement, c'est qu'un amour qui est basé une relation de couple qui est basée sur, tu réponds à mes besoins, je réponds aux tiens, et si tu fais ça, je t'aime et si tu fais ça, je t'aime pas. Je pense que si on a ce mécanisme-là dans une esto dans avec l'autre, c'est aussi parce qu'on a des mécanismes comme ça avec nous-mêmes. C'est qu'intérieurement, on doit avoir aussi ce même mécanisme de jugement, c'est: «Je m'aime quand je fais ça, je m'aime quand je suis capable d'être aligné avec ce que je veux», mais je commence à être extrêmement violent et à me juger fortement quand, à l'intérieur de moi, eh bien, il se passe pas tout ce que je voudrais qu'il se passe. Et j'ai l'impression qu'effectivement, que que le couple est là pour révéler ça et avoir une espèce comme sorte de une qualité d'être qui ne dépend pas de l'autre, une qualité d'amour qui ne dépend pas de l'autre, mais qui veut s'offrir à l'autre. Parce que l'amour au final, ça c'est il est évident que plus on est connecté à l'amour en soi, plus ce qu'on a envie, c'est prendre soin de l'autre, permettre à l'autre d'être tel qu'il est, pas de le modifier, tu vois? Et de lui permettre, telle à une fleur, eh bien, de s'épanouir. Et si on se rend compte que dans notre relation de couple, eh bien, l'autre, c'est une rose, eh ben, on va pas lui mettre la même terre qu'un géranium ou enfin, je m'y connais pas en fleurs, mais voilà, plus on va être, l'amour, c'est donner, c'est ce que disait Cristaline tout à l'heure, c'est un don de soi. Et c'est pas don de soi avec l'idée: «Je suis quelqu'un qui donne», c'est juste l'amour qui donne, quoi. C'est dépourvu d'identité. Tu veux Euh, compléter quelque chose, Sébastien ou Isa? Ou j'ai pas il y a ah, Katia qui Ouais. veut poser une question. Pardon. Bah, je débloque le micro de suite. Katia, bonsoir à toi, coucou. Faut juste que tu appuies sur le micro. On t'entend toujours pas. Je sais pas si tu appuies sur le micro ou si c'est un problème de connexion de ton côté, mais on ne t'entend pas parler. En attendant, Isa, tu voulais intervenir le temps qu'elle puisse déclencher son micro? Et s'il y a un Euh, bug, Katia, au fait, n'hésite pas à sortir du salon et re-rentrer si tu as un bug, si tu n'arrives pas à déclencher le micro. Tu disais, Isa? oui, je me posais la question si le fait de me juger sur certaines choses venait pas de croyances limitantes qui ne m'appartiennent pas forcément. entièrement. Enfin, c'est ce que j'ai pu observer aussi, en moi, hein. C'est que j'ai pu observer que parfois certaines, j'ai un tout petit écho. C'est justement ce que Katia vient de débloquer le Oui, micro. c'est Katia, je te moi. propose de juste baisser le son de ton micro. Bonsoir. Bonsoir Katia, à toi. Si tu veux, il finit, Sébastien finit de répondre à Isabelle Isa et aussi. ensuite après, tu remets ton micro en place pour poser la question. On te laissera automatiquement. OK? Yes. En tout cas, j'ai observé que plus on prend conscience de son fonctionnement, de ses pensées qui nous traversent et tout ça, plus on peut remarquer que certaines pensées, bah, tu entends presque ta mère te dire certaines choses, ton père, ou certaines remarques que tu as entendues étant enfant, et qu'au final, certains jugements, effectivement, bah, tu te remarques que bah, très souvent, ça vient de l'enfance, et que ça vient pas de toi, entre guillemets, c'est que c'est un truc qui t'a profondément marqué, et c'est redondant, quoi. Tu as ce truc, et je l'ai remarqué avec ma mère, je l'ai remarqué aussi notamment avec toutes les humiliations et les insultes que j'ai reçues quand j'étais jeune, qu'en fait, c'était des choses qui se répétaient dans ma tête, en fait. Je ne faisais que répéter des choses heu, qui m'avaient été «données» entre guillemets, quoi. Donc je tends complètement à valider ce que tu dis, Isabelle, ouais. Merci Sébastien. Ouais, Katia, merci Merci à Sébastien. toi. Bah, Katia, Katia, si tu veux, réactiver ton micro. Oui, ça marche du coup? Alors oui, et pour ceux qui n'entendent pas bien Katia, par exemple, parce que je vois que son volume est faible, et le truc, c'est que j'ai mon propre écho, donc je vais désactiver mon micro après, parce que tu dois être sur haut-parleur. Et si vous ne l'entendez pas bien, vous pouvez augmenter son volume micro en cliquant sur son nom, si vous ne l'entendez pas bien pour chacun. Oui, alors désolée, j'ai un vieux téléphone. Du coup, déjà, bonsoir Sébastien. Bonsoir Katia.
Du coup, merci déjà pour toutes tes explications et le partage de ta vision de l'amour qui est très intéressante. Du coup, moi, j'avais une question un petit peu personnelle. Alors, Mhm. si tu ne veux pas t'avancer sur la réponse, il n'y aura aucun problème, mais du coup, je vais Ok, un petit ok. peu plus en profondeur. Avec cette vision que tu as de l'amour aujourd'hui, as-tu quelqu'un et qu'est-ce que ça t'apporte? Et ouais, juste, si tu pouvais nous dire ce que ça t'apporte aujourd'hui. Ok, bah, alors je peux répondre à cette question. Alors attends, est-ce que tu peux Juste, remuter ton il faut juste micro? que tu Ouais, remutes. voilà, parfait. En fait, je suis toujours avec la même personne que j'ai rencontrée j'allais dire 2025, mais c'est en 2015. C'est avec cette personne-là que j'ai continué mon cheminement et le fait de grandir. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que ça va bientôt faire 6 ans qu'on est ensemble, mais c'est comme si la relation ne fait qu'être nouvelle parce qu'il y a eu des crises successives. Ça n'a jamais été une sorte tu vois, de long chemin tranquille et tout ça. Parce que du coup, j'ai commencé à comprendre aussi beaucoup de choses sur l'attente qu'elle avait vis-à-vis de moi et moi l'attente que j'avais vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, on tend au bout de 6 ans à avoir une relation qui est beaucoup plus dans l'amour qu'au début. Beaucoup, beaucoup plus. Il y a toujours des hauts et des bas, mais il y a beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de compréhension. C'est-à-dire que les choses qui à une époque explosaient et partaient dans des choses larmoyantes et tout ça, aujourd'hui, ça se désamorce extrêmement rapidement. Et puis moi, de mon côté, je sais qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est avoir un homme à ses côtés. Et moi, je souhaitais profondément devenir un homme. Après, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'un homme? C'est tout un sujet, il y a tout un tas de choses à dire là-dessus, tout un tas d'expériences, mais en tout cas, je sais qu'elle m'a fait grandir vers ça. De toute façon, la vie est bien faite, hein. Elle nous met sur notre chemin les gens qui sont là pour nous faire grandir là où on veut grandir. Et j'ai commencé à comprendre il y a quelques mois en arrière tout un tas de choses sur ce que pouvait signifier être un homme comparé à être plutôt un adolescent ou des choses comme ça. Et ce qui fait que la relation a encore évolué dernièrement, récemment, et, euh, et ne fera qu'évoluer. Je pense qu'on apprend tout le temps, il n'y a jamais rien qui est vraiment d'acquis. Je sais que notre relation, on ne se considère pas acquis l'un à l'autre. Je pense que c'est une grande force parce que ça nous permet du coup de se rechoisir à chaque instant, entre guillemets, de s'autoriser à évoluer, à permettre à l'autre. Mais tu vois, ça a été vraiment, Katia, une vraie construction. Et je dis pas que la construction, elle est solide. Toi, ça se trouve, dans 3 mois, c'est fini. Donc, toi, c'est pour ça que je tiens encore à repréciser que tout ce que je dis ne sont que des expériences personnelles. Euh, Après, j'en partage avec certaines personnes, ça leur parle, donc je vois bien qu'il y a des concordances. Mais voilà, si tu veux d'autres précisions, je suis ouvert à d'autres questions, Katia. Alors, oui, du coup, ben, si tu devais conseiller des personnes qui, justement, voudraient se sentir peut-être mieux dans cette notion de couple, euh, quels seraient les mots-clés que tu aurais à donner à ces personnes-là? Ou des conseils, bien sûr. J'ai l'impression que bah, déjà, je ne suis pas expert en couple. J'essaye de devenir l'expert dans mon couple. Et encore une donnée, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc, toi, c'est une question qui est extrêmement vague. Comme je disais, je reviendrai sur la base pour le couple, c'est de dire que l'autre est différent et de prendre le temps d'essayer de le découvrir. Tu vois, je sais qu'il y a un livre qui a fait énormément de bien à mon couple. Certains disent que ce livre est archaïque. Eh bien, ça veut dire que j'étais un homme des cavernes. Et un livre qui m'a fait beaucoup de bien, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est un livre qui m'a permis, qui peut être simpliste. En fait, ça parle des différents mécanismes égotiques de l'homme et de la femme en général, enfin de l'énergie masculine et féminine. Mais ça m'a permis de gagner beaucoup de clarté sur ces choses-là. Et encore une fois, c'est pas un livre, enfin, dans mon monde, c'est un livre que j'ai lu, mais que j'ai étudié et que j'ai appris. C'est pas juste après une lecture, tu vois. C'est tellement des choses qui sont pas forcément évidentes.
J'ai vu des commentaires sous ce livre qui disaient: «Non, c'est quand même évident, c'est incroyable d'écrire des livres bouquins comme ça». Bah, en tout cas pour moi, il m'a fait du bien ce livre et puis après j'ai eu mes propres expériences derrière personnelles. Donc vraiment apprendre à découvrir l'autre, se rendre compte qu'il est totalement différent, avoir de la patience, savoir que l'autre va nous mettre parfois en lumière des choses qui sont pas réglées en soi, qu'une relation, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, ça s'est construit, elle se construit si je commence à croire que l'autre est acquis, je pense que c'est là où on commence à se permettre à parler à l'autre de manière, souvent on parle mal aux gens, c'est drôle, c'est que les gens qui sont le plus proches avec nous, c'est souvent ceux avec lesquels, on parle le moins bien. Souvent on traite mieux un inconnu de la manière dont lui parler que la propre personne avec qui on est ou dans nos relations, parce que inconsciemment on croit que les choses sont acquises. Je pense que c'est vraiment une erreur. En tout cas, j'ai reconnu ça aussi beaucoup dans l'énergie masculine. Il y a souvent cette idée de croire que les choses sont acquises. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça et et voilà, j'ai l'impression que plus on est capable de s'accueillir, d'être conscient de son monde émotionnel, plus on a une chance de réussir une relation de couple. Parce que sinon on va être toujours dans l'idée de projeter son monde intérieur sur l'autre. Après ça, c'est dans le monde idyllique. Ce que je dirais aux gens, c'est de faire de leur mieux, de s'écouter. Si on sent que parfois c'est vraiment trop, que c'est trop fort, eh bien, parfois c'est mieux de mettre fin à une relation, de se retrouver un peu, comme disait Björko, un peu de se retrouver, d'être capable de s'aimer soi-même, d'être bien seul, et peut-être par la suite de s'ouvrir à une relation. C'est ce qui me vient, Katia, mais ta question était tellement large, j'ai l'impression qu'après c'est un peu, tu sais, du cas par cas, mais voilà les grandes lignes qui me viendraient là-dessus, ouais. D'accord, bah, merci beaucoup. Mais en réalité, ma question était très personnelle, donc j'ai eu les réponses Oui, que je voulais d'accord. parce que pour moi, la richesse des échanges de chaque personne est extrêmement importante. Donc, j'aime avoir différents avis en fonction de ce que les personnes vivent. Donc, c'est très intéressant de voir par quel chemin tu es passé et quel conseil tu donnes. Donc, merci pour ça. Bah, merci à toi, Katia, d'avoir posé tes questions, partagé un petit peu ben, ce qui est vrai pour tout. Enfin, dans le sens, je vois bien que c'était une question qui était personnelle, qui était tournée sous une forme un peu générale. Oui. Mais En tout cas, merci Katia pour ta question. Puis Seb, merci beaucoup pour le retour. Il y a Karen, donc je vais juste avant de lancer la question de Karen, il y a Lynn qui a un téléphone qui ne marchait pas et j'aimerais te transmettre sa question. Hop, je la reprends. Donc la question essentielle est de savoir comment on s'aime pleinement sans passer par des relations extérieures. Comment on fait pour stabiliser, comment on fait et comment on arrive à faire pour stabiliser l'estime qu'on a pour soi? Est-ce que tu pourrais donner quelques mots sur ces questionnements? waouh, ça aussi, c'est à la fois tout un processus, tout un questionnement, l'estime de soi. Euh, je pense que dans la vie, tout part d'une intention profondément posée, de poser dans le cœur, posée dans l'esprit. Si tu as l'intention d'être plus dans une estime de toi, de te retrouver entre guillemets, de te reconnecter à l'amour véritable en toi, déjà si tu poses sincèrement cette intention sous une forme de prière, d'intention, je pense que c'est la base de toute transformation intérieure. C'est de poser une intention. Parce qu'après, on a tout un tas de mécanismes, de choses qui, qui vont être amenés à être challengés, à être vus, à être acceptés, à être transcendés. Mais vraiment, l'idée, c'est de partir de ça. Ensuite, ça va être de mettre en lumière quelles sont toutes les choses qui maintenant t'empêchent de t'aimer toi-même. Et très souvent, on a un dialogue intérieur avec nous qui peut être très dur, très très dur. Alors sur un point de vue tu peux penser à une forme de développement personnel, ça pourrait déjà être
d'essayer de commencer à entretenir un dialogue intérieur avec toi-même qui soit plus amical. C'est-à-dire que, en tout cas, je vais parler pour moi, ça sera plus simple. Je J'avais un dialogue intérieur avec moi-même qui était d'une dureté, mais extraordinaire. J'étais capable d'une grande écoute, de compréhension, de compassion avec mes amis, mais avec moi-même, j'étais une sorte de bourreau, de choses très, très, très violentes. Et on pourrait commencer à initier ça en je pense que je me rappelle plus du nom de la personne, mais je pense que tu sais ce que c'est que d'être, enfin, heu, d'être une écoute, d'être bienveillante avec une amie ou même avec un enfant et d'avoir un peu cette posture intérieure, de te dire que quand, bah, physiquement tu te plais pas ou que tu arrives pas à matcher avec, les idées que tu voudrais avoir de toi, toutes ces réalisations, d'avoir une sorte de bienveillance avec toi-même. Je pense que c'est vraiment la clé de vraiment réaliser que toutes les pensées dans ta tête ne décrivent absolument aucune vérité sur toi, mais vraiment aucune. De développer un peu de bienveillance. Pour te faire le retour de Lynn qui répond en textuel sur le groupe, elle dit: «Oui, c'est exactement ça, je ne suis pas du tout bienveillante avec moi-même». Voilà et je pense que c'est vraiment une ouverture qui et encore une fois, c'est un processus. Ça fait combien de temps que tu es en dictature avec toi-même? Donc t'attends pas demain à devenir, l'être le plus bienveillant avec toi-même. Je veux dire, autorise-toi à à prendre un nouveau chemin, heu et avec les nouveaux chemins, comme tout nouveau chemin qu'on entreprend, bah, parfois on n'y arrive pas, parfois on échoue et puis mais je crois dans le pouvoir transformateur de l'amour et si tu poses profondément cette intention et que tu décides en conscience chaque matin d'aller vers plus d'amour et tous les soirs tu te poses la question, tu te dis: «Quel» tu fais des constats sans jugement, tu dis: «Quelle relation j'ai eue avec moi-même aujourd'hui? Est-ce que je tends vers plus d'amour ou j'ai plutôt entretenu le conflit, la haine, le jugement?» Et pas pour te juger. Si en toi, dans cette journée-là, tu as été très dur avec toi-même, tu le constates. Effectivement, aujourd'hui, j'ai été très dur avec moi-même. Est-ce que cela m'a amené à me sentir mieux? Est-ce que ça a amené à me dépasser? Si la réponse est oui, bah, tu continues. Si la réponse est non, alors on va inviter à plus de douceur, à plus de compassion. Donc ce qui te parle le plus, c'est avec l'enfant. Comment est-ce que tu traiterais un enfant qui échoue, qui n'y arrive pas? Avec toute la bienveillance, avec tout l'amour possible et je pense sincèrement qu'on peut, rééduquer un peu son mental. C'est-à-dire qu'on va dire on a un mental un peu plus supérieur qui est beaucoup plus dans l'amour, la paix, le relativisme, la sagesse et on a un mental plus basique qui est très dur, très violent et on peut avoir des discours intérieurs où on se parle à soi-même, où on va dire que la partie de notre mental qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus détendue, beaucoup apaisante, vient et apporte beaucoup plus de bienveillance à toute notre partie mentale qui est un peu plus violente, tu vois? On rentre dans ces et je pense que c'est une démarche qui pourrait être, vraiment bénéfique et aussi de te renseigner sur ton monde émotionnel, comment être, un peu plus à l'écoute de tes émotions, mais pas forcément pour en obtenir quelque chose, mais simplement pour les ressentir. Il y a une sorte de mantra que j'aime dire, c'est: «Ressentir, c'est guérir» et plus tu vas t'autoriser à ressentir les émotions négatives, par exemple, quand tu te regardes dans le miroir, peut-être que tu peux avoir des jugements très durs eh bien, essaie de poser ton attention sur ton corps quand tu as ces jugements-là et de voir qu'est-ce qui se passe. Et peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu es tout contracté, ton cœur est contracté, ton ventre est contracté, ton plexus est contracté. Parce que peut-être quand tu as fait des remarques il y a longtemps sur, toi je donne des exemples un peu vagues. Et autorise-toi à ressentir ton cœur complètement serré, ton plexus totalement serré. Tu fermes les yeux et tu ressens. Et s'il y a vraiment une phrase à retenir, c'est ressentir, c'est guérir. Plus on s'autorise à ressentir les tensions, les émotions négatives en soi, sans se définir avec, sans les repousser, plus il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Merci, merci beaucoup, elle faisait quelques réponses, elle te remerciait pour les explications, c'était enrichissant. Je te remercie aussi d'y avoir répondu et je remercie Lynn, d'avoir posé sa question. Merci Aline, Il y ouais. a
et il y avait Karen, je ne sais plus. Ah, alors il y a Amor. Je voyais Karen qui posait une question, mais je pense peut-être. Ah non, Karen est là. Est-ce que Karen, tu veux poser une question avant que je fasse intervenir quelqu'un? Est-ce que tu avais levé la main? Est-ce que tu veux cliquer? Ok, donc alors ça marche. Donc Karen, il faut que tu appuies sur le micro. Je viens de te donner la parole. Bonsoir à Ok. toi. Bonsoir à tous. Merci Sébastien, merci Julien. Bonsoir Karen. Avec plaisir. Lors de ton déroulé, là, tu as indiqué au début de ton histoire que tu t'es posé la question, hein, à quoi bon vivre si si tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu répondrais maintenant, à ce moment de ta vie où tu en es? Si je me remettais dans l'énergie de l'époque, qu'est-ce que je dirais? Non, À non, quoi bon maintenant, à maintenant. quoi bon la vie, c'est ça? Si tout peut Oui, s'arrêter? cette question-là que tu as eue, si tu veux te la reposer, qu'est-ce que tu répondrais maintenant, en fait? Je suis totalement paisible avec l'idée que tout peut s'arrêter à chaque instant. Heu, c'est totalement OK et que c'est pas un problème, en fait. Je dirais que l'impermanence de la vie, on peut en avoir peur ou ça peut nous inviter à aimer encore plus à chaque instant, chaque chose que nous avons et j'ai l'impression que ce qui m'a mené une peur énorme, aujourd'hui, cette idée: «Mais bon, si tout s'arrête, à quoi bon?» Bah, au contraire, c'est une opportunité d'aimer, heu, encore plus, tu vois? C'est comme si, cette chose-là qui me terrifiait et me donnait envie de partir aujourd'hui, ramène encore plus de joie, de bonheur et d'amour dans ma vie de tous les jours, ouais. Ok. Et tu as dit un peu à la suite, tu disais que tu cherchais, tu avais cette quête incessante et Mmh. que tu ne pas en fait. Et maintenant, j'allais dire, tu cherches plus. Non, non, aujourd'hui je ne cherche plus. Aujourd'hui, il y a toujours cette espèce de curiosité de vie, d'expérimenter les choses, de voir, tiens, qu'est-ce qui réagit encore en moi? Tiens, je rencontre cette personne, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a encore des choses que j'ai pas vues? Et j'imagine qu'il y a encore plein de choses que j'ai à apprendre, à découvrir, à ressentir, mais ça se fait, plus sur une base de joie, de curiosité, heu, quelque chose qui est presque un peu enfantin, tu vois? Un peu ce truc-là de il y a toujours quelque chose à découvrir, à s'émerveiller. «Oh tiens, il y a ça qui réagit en moi. Tiens, c'est intéressant», de s'autoriser à ressentir la vie dans toutes ses couleurs, dans ses sensations les plus douces comme les plus agréables. Je pense vraiment que la paix vient de là, c'est du moment que j'accueille en moi de manière équanime, de la même façon, les émotions positives et négatives, il peut y avoir que de la paix. Parce que je me mets pas à donner plus de valeur aux émotions positives et à rejeter le négatif, je les mets au même niveau et si je veux ressentir de la joie, bah, c'est parce que j'ai pu connaître la tristesse qui me permet de reconnaître la joie. Si je me coupe de la tristesse, je me coupe forcément de la joie et plus je goûte à toutes les textures de la vie en autorisant tout en moi d'exister, j'ai l'impression que j'ai l'impression que tout est là du coup. Il y a plus besoin de résister. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est un peu dans le corps, c'est moins agréable et heu et c'est la vie et c'est OK. Ok, je pense qu'effectivement, l'un des paramètres importants, c'est ce que tu viens de dire, la résistance en fait. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Mmh. Oui, Mm. Ok. Merci Sébastien. Merci pour merci ta à toi. question, Karen. Merci pour ton feedback. Sébastien, il y a une question de Goodrun, mais il y a Amor qui avait demandé, donc je vais lui donner la parole. Amor, bonsoir, bienvenue à toi. Tu peux cliquer sur le micro, super. Bienvenue à toi. Bonsoir. Je te laisse poser la question à Sébastien. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai une situation quand tu es dans une relation de couple et que la personne remet toujours la faute sur toi, sans Mmh. jamais se remettre en question, a du mal à communiquer et reste dans le mutisme. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il est possible de progresser et d'évoluer dans la relation de couple tout de même? C'est une excellente question. J'adore la question aussi, pareil.
Non, c'est une excellente question. Tu sais, et une relation, ça se fait à deux, et c'est là, en communiquant, on revient un petit peu à ça. Est-ce qu'il est possible de progresser dans la relation? Ça dépend ce que tu veux dire ça. C'est-à-dire que toi, intérieurement, tu peux faire des grands progrès intérieurs parce que ça va mettre en lumière toutes tes attentes que tu as sur le couple, sur l'amour, sur tout ça. Donc, je veux dire, sur un cheminement spirituel intérieur, ça peut être un grand facteur d'évolution. Après, sur le plan relatif, ça peut être particulier. Après, si effectivement, il te projette tout son monde intérieur sur toi et te dit que c'est tout le temps ta faute, j'imagine peut-être que chez toi, ça peut réveiller beaucoup de culpabilité et de choses comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y a une tendance dans l'énergie féminine à s'oublier, à avoir une incapacité à mettre de limites, à Mhm. se sacrifier pour l'autre. Ça peut être une formidable opportunité à t'apprendre à mettre des limites, à savoir ce que tu veux vraiment, est-ce que tu tolères, est-ce que tu ne toléreras plus dorénavant. Donc, c'est un vrai cheminement, en tout cas. Je ne peux pas te donner plus de réponses que ça. Je pense que tu as déjà ta réponse. Mais voilà, ouais. Et j'ai une autre question par rapport à ton chemin. Tu disais Oui. que tu étais toujours dans cette quête de chercher cette paix. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé cette paix? Enfin, c'est peut-être, comme tu disais, c'est dans l'impermanence, mais est-ce que tu te sens plus en paix avec toi-même aujourd'hui, par le biais de toutes tes expériences? Sans la moindre hésitation, absolument oui. Je Mhm. viens d'un monde intérieur, c'est-à-dire que sans peser mes mots, je sais à quoi ressemble l'enfer. Je j'y ai traversé pendant, on va dire, les 20 premières années de ma vie, et je sais la texture que ça a, je sais le goût que ça a. Après, c'est un enfer qui est personnel. Il y a des gens qui vivent des choses bien plus dures sur le plan physique, des choses bien plus horribles. Mais en tout cas, dans mon monde intérieur, mon monde mental, il était à 95 d'une dureté, d'une violence inouïe. Et donc, je peux te dire, et certaines personnes, bon, le problème, ils sont pas là pour témoigner, mais des amis qui ont vu l'évolution de l'extérieur te diront que oui, il s'est passé du coup, c'est plutôt mes parents, mais ils pourront te le dire, mais c'est sans le moindre doute, oui. D'ailleurs, je ne pourrais pas être, clairement, je ne pourrais pas être là ce soir parce que ça aurait été d'une telle angoisse de parler de moi, de mon monde intérieur, d'avoir tout un tas de gens qui peuvent me juger, me critiquer, avoir des avis négatifs sur moi, qui puissent ne pas m'aimer. Ça aurait été insoutenable d'être là, ça aurait été juste pas possible en fait. Et tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, à prendre des consultations, faire des vidéos et tout ça, ce n'était juste pas possible, juste pas possible. Donc, Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours encore dans cette quête de rechercher encore des choses extérieures pour progresser? Enfin, quand tu disais, tu as goûté au New Age, tu as goûté à certains maîtres, à Moji. Est-ce que mmh tu es toujours dans cette recherche encore, toujours chercher d'autres choses? hem, en fait, j'utiliserai pas le mot recherche. Il Mmh. peut y avoir des curiosités. Par exemple, dans le dernier live que j'ai, organisé sur ma chaîne, il y a quelqu'un qui m'a parlé du non-agir du taoïsme, et je me suis rendu compte que je me suis jamais posé sur, sur ce courant de pensée. Alors je sais pas, je pense pas que ça soit une religion, mais tu vois? Et donc, tu vois, je vais avoir la curiosité d'aller explorer cette chose-là, mais ça vient pas d'une quête pour être en paix, pour être heureux, pour me retrouver. Ça vient simplement de voir, tiens, la personne qui parle du taoïsme, j'aime découvrir son univers, tu vois? Découvrir, sa façon de penser, son monde. Exactement comme si je discutais avec toi, ton univers est unique, toutes tes expériences sont uniques, et juste à découvrir, ça, je trouve ça formidable. Mais c'est plus dans une quête de paix ou de choses comme ça. C'est plus, de se rendre compte qu'au final, tous les courants spirituels parlent quasiment de la même chose avec des mots différents, et je trouve ça parfois intéressant d'aller explorer des le non-agir, le non-être. C'est des vocabulaires que je n'ai pas,
Et ça se trouve, on parle de la même chose avec des mots juste différents. Donc voilà ma réponse. Merci beaucoup. Merci Amand Merci et à toi. merci Sébastien. Isa, il y avait une question que tu voulais poser de quelqu'un qui pouvait pas prendre la parole ce soir? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Gudrun ne peut pas prendre la parole, donc il y a deux questions. Que penses-tu des anciens qui s'aiment toute une vie et qui sont complètement perdus lorsque l'un disparaît tellement ils se complétaient? Et la deuxième, c'est: est-ce une réussite de mourir dans un chagrin de solitude et est-ce que cela correspond à une réussite de couple? Waouh! Alors attends, on va déjà reprendre la première. Est-ce que tu peux me la répéter du coup? Oui, tout à fait. Que penses-tu des anciens qui s'aiment toute une vie et qui sont complètement perdus lorsque l'un des deux disparaît tellement ils se complétaient? J'en pense quoi? J'en pense rien de particulier. C'est que, effectivement, comme il est dit dans la question, leur relation de couple heu, était dépendante. C'est comme s'ils étaient, heu, une chaise à 3 pieds et que quand il y a un pied qui part, bah, forcément tout l'équilibre tombe. Il existe effectivement des relations de couple qui fonctionnent comme ça par une co-interdépendance et c'est des histoires de couple qui fonctionnent très bien et au général, ils ont une histoire d'amour qui est assez belle et ça peut se comprendre puisqu'au final, quand on est dans un couple, on a une sorte le couple devient une part de notre identité et donc quand on est en couple, en tout cas je l'ai observé, eh bien, on se met à réfléchir pour 2. On ne pense plus forcément qu'à soi et donc forcément, si plus la relation est ancrée depuis longtemps et plus ce fonctionnement est une part de notre identité, plus forcément quand l'un des 2 disparaît, eh bien, le monde de l'autre s'effondre totalement. Donc pour moi, c'est cohérent, voilà. J'en pense rien de bien ou de mal, c'est comme c'est. Voilà. Super, merci. Et la deuxième, donc qui complète la première quelque part, est-ce une réussite de mourir dans un chagrin de solitude et est-ce que cela correspond à une réussite de couple? Heu, je sais pas ce que ça voudrait dire une réussite de couple. Je sais pas ce que ça veut dire. Comme si c'était le but à atteindre dans une relation? Je sais pas. Heu, je sais pas du tout, je peut-être que pour certaines personnes, oui, peut-être que c'est le graal, peut-être que c'est la façon de réussir un couple, peut-être. Si c'est ce qui te parle, si c'est ce qui parle à la personne, alors c'est ce qui est juste pour elle, et je ne pense pas qu'on pourrait le généraliser à tout le monde. Oui, Voilà, c'est vrai que chaque personne a une idée différente de, exactement, de ce qu'est une réussite, quelle qu'elle soit d'ailleurs. exactement, ouais. C'est vrai et c'est vrai, ça laisse penser de ce que tu expliquais tout à l'heure, justement, par rapport à cette réussite où toi, tu disais que tu étais allé, au bout des challenges que tu t'étais fixé en vivant des expériences, à fond et en fait, tu te rendais compte que, en ayant accédé à certains de tes souhaits les plus profonds, en pensant qu'ils allaient te donner accès, à l'ultime paix Oui, intérieure, bah, tu t'es rendu compte finalement que, une fois avoir accédé à ce que tu pensais être bon pour toi, ça ne l'était plus forcément. oui, et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que notamment j'étais beaucoup dans la loi d'attraction pour attirer l'amour, ça a duré des années, hein. Je crois que c'était mon souhait numéro un. Ça a duré des années, des années et des années. Mais, ce qui est drôle, c'est que, il y a eu une espèce de sagesse où en fait, je me disais, je parlais à Dieu et je lui disais: «Apporte-moi la compagne qui me permettra de d'évoluer tout au long de ma vie», une sorte de partenaire de vie, toi, avec laquelle on puisse évoluer ensemble. Et c'est vrai que j'avais pas d'attente particulière sur son physique, son caractère. C'est comme si j'avais, un peu mis entre les mains de Dieu, heu, je disais: «Dieu c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi». Et effectivement, par exemple, il y a quelque chose dont je n'aurais jamais pensé être, nécessaire dans une relation de couple, parce que déjà j'en avais aucune expérience, mais c'est que dans la relation de couple que j'ai, il y a une vraie complicité, il y a une vraie amitié au sein de ce couple et on rigole beaucoup. Et ben, tu vois, je s'il y avait une liste à faire, je crois que j'aurais pas pensé à mettre ça dedans.
Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est précieux, tu vois? À quel point c'est précieux. Et donc ça prouve aussi à quel point je ne me connaissais pas et que je ne savais pas ce qui était réellement bon ou pas pour moi. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une espèce de sagesse d'avoir remis, heu, cette décision-là à l'univers, à la vie, quoi. OK, c'est bon Isa pour toi? Tu avais fait un petit retour sur le groupe? Ouais. Je vais regarder, ouais, je vais regarder. Ouais, il est et Godrun répondait qu'effectivement, dans l'ensemble, oui, mais c'est pas facile à expliquer par écrit, en fait. C'est vrai qu'il peut pas prendre le vocal, donc c'est toujours difficile. D'ailleurs, on en a discuté, Sébastien, entre l'écrit, les paroles, Ah il y a oui. toujours un gros gap aussi, hein. Ah oui, oui et puis en plus, surtout quand on commence un petit peu à parler de son monde intérieur, parfois ça peut être très, très particulier d'essayer de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir et tout ça. Et puis l'autre, quand il va lire ça, il va pas forcément comprendre la même chose ou faire le même lien avec le c'est pour ça que la communication, c'est quelque chose qui est, je sais plus, il y avait une phrase qui disait, entre, une communication entre ce que je dis, ce que je crois avoir compris, ce que la manière dont je le dis, la manière dont c'est reçu, la manière dont c'est compris, enfin, je crois qu'il y a 8 biais qui fait qu'on peut ne pas se comprendre en communication et d'autant plus c'est pour ça que la communication est un art, c'est aussi des choses qui peuvent être très intéressantes à développer dans la relation. Par exemple, souvent quand on a des émotions à l'intérieur de soi, ces émotions-là, elles cachent profondément un besoin. Souvent derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas forcément identifié. Par exemple, je donne rendez-vous, voilà, tu donnes rendez-vous à un ami à midi, tu vois? Et cette personne-là, elle a eu une matinée extrêmement chargée et elle est épuisée, elle a juste un besoin d'avoir une pause et elle te donne rendez-vous à midi et toi tu arrives à 12:15. Tu dis: «Oh je suis désolé, j'arrive en retard» et elle te dit: «Oh là là, c'est pas grave, toi j'avais besoin d'une pause, donc toi c'est cool». Tu mets la même situation, sauf que cette personne-là, elle a un planning ultra serré et qu'elle a une journée qui est au timing près. Donc elle a un besoin, toi, de précision, de choses. Si tu arrives avec 15 minutes de retard, elle va te se mettre à hurler, tu vois? Et en fait, c'est pas tant toi le problème, c'est qu'en fait, à l'intérieur d'elle, elle a un besoin et elle est pas forcément consciente de ça, elle est pas forcément capable de l'exprimer et c'est pour ça que l'invitation, quand on a souvent des émotions et tout ça, c'est que parfois les émotions ont, des messages, ont des choses qui sont un petit peu, masquées par, la dimension émotionnelle et parfois il peut être intéressant d'aller se connecter aux besoins qu'il y a sous l'émotion, afin de pouvoir nourrir ce besoin sans attendre à ce que ça soit l'autre qui le nourrisse. Voilà. C'est bon pour toi, Isa? Merci, Sébastien. Avant de faire intervenir Noémie qui avait une question, moi j'avais en fait 2 questions que je me suis notées au fur et à mesure de notre échange. Tout à l'heure, tu disais, hein, tu me reprends si je formule Mmh. mal, tu as dit à un moment donné dans notre échange qu'en fait tu avais pensé vivre l'amour et à des moments de ta vie et que ça ne l'était pas. Et donc de ce fait, en comparaison à aujourd'hui et ce que tu nous partages, on pourrait comprendre que tu le vis. Ma question, c'est comment aujourd'hui, penses-tu être dans cet amour de couple et pour quelles raisons penses-tu, si c'est le cas, qu'il est plus juste que ce qu'il était? Bah, je vois les résultats. S'il y a plus de cohérence, il y a plus d'harmonie, il y a plus d'épanouissement. Je regarde, les constats, je regarde les faits, tout simplement. Hem, je vois que, ce que j'appelais de l'amour était souvent de l'attachement, des attentes, vouloir que l'autre comble certains manques en moi. Et ça, j'ai cru que c'était de l'amour. Enfin, tu vois, il y avait tout un tas d'attentes où, j'ai été bercé, secrètement, sans jamais oser le dire, par, les films hollywoodiens sur l'amour, tu vois? Hem et donc j'avais beaucoup, d'attentes. Pareil, l'amour que j'attendais d'une femme était beaucoup basé aussi sur l'amour que j'avais reçu, vis-à-vis de ma mère, puisqu'au final, la première femme que j'ai connue, bah, c'est ma mère, tu vois?
Et donc, il y Ouais, a... donc c'était par comparaison, hein, c'est ce que tu veux dire? Oui, par comparaison, puis il y a beaucoup d'attentes qui étaient inconscientes. Tu vois, quand tu es Ouais. éduqué d'une certaine manière, bah, pour toi, il y a des choses qui semblent totalement évidentes. Puis quand tu les retrouves pas dans ton couple, tu te dis, mais c'est quoi le bug? Elle m'aime pas vraiment, parce que si elle m'aimait, elle ferait ça. Tu vois, donc ça met en challenge tout un tas de croyances, d'attentes, et qui sont parfois inconscientes. C'est que c'est tellement évident que ça doit se passer comme ça. Tu dis, mais il y a un bug. Et en fait, c'est pour ça que, avec un peu plus de recul, tu te rends compte, ah, ok, est-ce que c'est vraiment de l'amour, ça? Et j'aime souvent dire que l'amour, c'est vraiment souhaiter le meilleur à l'autre, quoi. Et dans l'extrême de si l'autre est plus heureux avec quelqu'un d'autre, c'est ne pas l'enfermer, tu vois. Il y avait une phrase que j'avais une petite réplique dans un film que j'avais trouvé très jolie où c'est une histoire d'amour où en fait une nana elle va pour se marier avec un mec, puis tout est fait pour qu'il se marie et tout ça, puis il y a toujours le fameux gars qui débarque dans sa vie qui n'était pas prévu et elle est vraiment perdument amoureuse du nouveau gars qui débarque. Et au bout d'un moment, bah, elle peut pas, c'est contre elle, elle peut pas dire oui à l'ancienne relation. Donc elle va dans le bureau du gars, elle dit mais je vais pas pouvoir me marier avec toi parce que bah, j'en aime un autre. Et le mec, mais c'était très touchant. Il lui dit d'accord, je comprends. Et, et la jeune femme elle dit mais tu me cries pas dessus, tu fais tout ça. Et il lui dit est-ce qu'en te criant dessus, tu vas te mettre à plus m'aimer? Et je me suis dit ce gars-là incarne vraiment l'amour. Il y a une sagesse incroyable dans cette phrase-là. Bien sûr que non, c'est pas parce que je vais me mettre à te crier, à t'insulter. Non, tu vas pas plus m'aimer. Et je trouve que c'est un geste, je sais pas si je suis seul à l'avoir remarqué ou pas, mais j'ai trouvé que c'était d'un amour, mais tellement beau. Il dit: «Bah, si tu en aimes plus un autre, alors va vers l'autre, quoi». J'ai trouvé ça magnifique. Donc Ouais, voilà, être dans petite anecdote. l'acceptation pour le bonheur de l'autre, ça résonne juste, Exactement. ça résonne juste. Et j'aimerais, avant de donner la parole à Noémie, là, alors la dernière question, est-ce qu'on pourrait, se dire qu'être en paix, correspond au fait d'être prêt ou en capacité d'affronter toute épreuve que la vie peut nous présenter sur notre chemin? Oui, et sous-entendu, les épreuves, en fait, c'est simplement ce qu'elles nous invitent à ressentir. Parce qu'une épreuve n'est qu'une épreuve. Pourquoi? Beh, parce qu'elle t'invite à ressentir des choses qui vont à l'intérieur de toi. Et au final, toutes les luttes extérieures ne sont que des luttes intérieures en réalité. Parce que si à l'intérieur de toi, tout était un océan de calme et de quiétude, il n'y aurait jamais de lutte. Tu vois? Il y a une lutte parce qu'à l'intérieur de toi, tu te mets à ressentir des choses désagréables. Et je crois que le cerveau humain est programmé pour aller vers ce qui fait plaisir, tu vois? Parce que pour la survie, c'était sûrement ce qu'il y avait de plus efficient. Donc, on a on a notre cerveau qui tend à aller vers ce qu'il y a de plus, de plaisir. Et le problème, c'est qu'on tend à avoir, par exemple, dans la nature, tu marches sur des cailloux, bah, tu vas fuir ça pour marcher sur de l'herbe. Donc, dans la nature, tu vas t'éloigner de tout ce qui fait souffrir, tout ce qui est douloureux, pour aller vers ce qui apporte du bien-être et du plaisir. Le problème, c'est que ce mécanisme-là, on l'applique sur notre monde émotionnel intérieur. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Et c'est un gros paradoxe. C'est que plus tu acceptes de ressentir l'inacceptable en toi, bah, plus ça disparaît. Et plus tu vas lutter, plus ça va résister. Tout ce que tu fuis te poursuit, tout ce que tu résistes persiste. Et donc, un mécanisme qui est valable pour le monde extérieur n'est pas valable pour le monde intérieur. Par exemple, si je mets ma main dans le feu et que ça commence à me brûler, il est évident de retirer la main du feu. Par contre, si à l'intérieur de moi, j'ai une brûlure, il y a quelque chose qui me brûle émotionnellement, et ben, c'est plus je vais autoriser cette brûlure à me brûler que ça va se transcender, que ça va se disparaître, que d'essayer de masquer cette brûlure par des antidépresseurs, des jeux vidéo, du sexe, de tout ce que tu veux, des smartphones, ça marche pas. En fait, on peut pas fuir réellement son monde intérieur. Et plus on réalise ça, plus on réalise que plus on laisse circuler, plus on ressent, plus ça part, puisque tout est impermanent dans la vie. Donc cette brûlure en soi n'a pas toujours existé. Et si je l'autorise à l'être, elle partira comme toute chose dans la vie. OK, bah, c'est clair. Merci pour ta réponse. Je veux hop, 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 Noémie donc non, je ne Noémie, est-ce que tu veux réintervenir pour, poser ta question? Parce que je vois que le micro est coupé, donc non. OK. Ah oui, OK, C'est allez, bon. la parole, c'est bon. Noémie, bonsoir. Je t'en prie, je te laisse poser la question à Sébastien. Bonsoir, bonsoir Sébastien. Bonsoir En Noémie.
Excuse-moi. Donc, du coup, c'était pas une question pour toi, c'est j'avais envie d'intervenir par rapport à la question de Godrun, par rapport au couple et à ces couples qui restent très longtemps ensemble. Mhm. En fait, pour moi, quand justement l'un perd son partenaire et c'est des gens qui se sont aimés, qui sont restés longtemps ensemble, si cette personne souffre autant de la perte de son partenaire, pour moi, c'est parce que en fait, elle s'aimait à travers le regard de celui-ci. Et donc, la Mhm. perte de son partenaire, tout d'un coup, met en évidence qu'elle s'aimait qu'à travers ce regard et pas à travers le sien. Pour moi, on en revient vraiment à l'amour de soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés ensemble très très longtemps, mais sans à s'aimer l'un l'autre, mais sans s'aimer soi-même en fait. Et je pense que la priorité, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même, justement, pour aimer l'autre aussi en retour, mais aussi pour ne pas être dans cette souffrance-là, même si elle est belle, parce que la priorité, c'est d'abord soi, c'est d'abord d'être capable de continuer à vivre, même si on perd notre bien-aimé, on va dire. Je te rejoins totalement. Après, dans mon expérience, il y a pas à, comment dire, à ne, ça crée une énorme tension de se dire je veux fuir une souffrance, parce que du coup, tu fuis une énergie, et quand tu fuis une énergie, bah, tu es sûr de la vivre, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est nécessaire plus on gagne en clarté sur son monde émotionnel et mental, plus on se rend compte qu'il n'y a rien à fuir dans la vie. Il n'y a vraiment aucune crainte à avoir dans l'absolu dans ce qu'on ressent. Mais ça demande à être observé, et je te rejoins à 4000% sur cette capacité de s'aimer soi. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit avec Björko, sur Björk. Björk, excuse-moi. Notre degré d'amour à soi est équivalent à notre capacité. Oh, je vais y arriver, c'est commence à être tard. La capacité à aimer l'autre dépend aussi de sa propre capacité à s'aimer. Et parfois, effectivement, on peut s'oublier dans l'autre, effectivement. Et comme tu le disais, on s'aime à travers l'amour de l'autre. Et effectivement, quand il n'y a plus ce miroir, quand il n'y a plus ce reflet, ben, il y a peut-être sûrement un profond sentiment de solitude. Et ouais, ouais, l'amour de soi. Merci, hein. Merci Noémie, merci Merci Sébastien Noémie. pour ton retour. Isa, il y avait une question de Rad, je crois. Ouais, je pense que tu l'as reformulé et je pense que Sébastien y a répondu. Il me semble, je vais aller vérifier. Oui, J'aurais une... Ok, je vois, ouais, c'était la résilience n'est-elle pas le début du chemin pour trouver la paix? Ok. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'avais une question par rapport au monde intérieur. Mhm. Mon monde intérieur est fait de... Alors, comment je peux dire ça? Positif et négatif, c'est pas deux mots que j'apprécie beaucoup, mais bon, Ok. c'est ceux qui me viennent maintenant. À partir, est-ce que, enfin, je pense que le négatif peut me faire grandir et faire ressortir mon positif. Oui. Donc, plus je vais accepter mon négatif, plus mon positif va être nourri par cette acceptation, du coup. Oui. Oui, oui. Ok, merci. Mais merci. Merci à toi pour ta question. Merci à toi, Isa. Il est 22h45. On va clôturer la première partie de l'émission avec Sébastien pour 23h. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous fait intervenir. Moi, j'aurais aimé aborder avec toi, Sébastien, ce qu'on a parlé des relations humaines, de l'amour, du couple, de nombreux états émotionnels à travers les expériences que nous vivons. Et justement, avec tout ce que tu as pu aborder, vivre, comprendre,
Euh, Tu as prononcé une fois tout à l'heure le mot Dieu, ça m'a interpellé, Mhm. utilisé à parcimonie. Euh, euh, aujourd'hui, cette résonance, si je le formulais de cette manière-là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi en fait? Dieu, Ouais, Dieu, ouais. Qu'est-ce que ça représente à tes yeux, en ton cœur? Comment ça parle? Comment tu le vois? parce qu'effectivement, Dieu, c'est un mot un peu fourre-tout, il y a tout un tas Alors, d'images. je vais affiner ma question pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que moi j'aime bien préciser Ouais, ouais. aussi. Quand je parle de Dieu, je peux parler de cette source, de cette énergie universelle. Donc je ne l'associe à aucune philosophie, aucune religion, malgré qu'effectivement des religions et des philosophies en parlent sous différentes formes. Je parle vraiment de quelque chose, justement, cette question arbore quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi-même à travers mon expérience. Et j'aurais aimé avoir, toi, à travers ton intérieur, quelle était cette perception que tu en avais. Mais tu sais qu'en plus, j'ai évolué beaucoup dans la religion catholique, et C'est ce qui m'interpelle aussi. Il est clairement dit que Dieu ne peut être ni représenté, on ne peut pas réellement en parler. En fait, c'est innommable, c'est infini, la source de tout. Donc, même si on prend le Dieu de la religion, en réalité, si on va vraiment dans l'essence, c'est l'innommable, toi. Il ne peut être ni représenté, ni réellement nommé. Et donc, euh, et donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est que quand je parle de l'amour, de cette paix intérieure, de cette présence, de, euh, de ça, c'est quelque chose qui, comme il y a Tollé qui disait une très belle phrase qui disait, c'est nous, mais en même temps, c'est infiniment plus grand. Et je trouve cette phrase très joliment dit, c'est que euh, dire que on est Dieu, qu'on est la vie, c'est très juste, mais il y a celui qui dit ça, c'est pas ça. C'est infiniment plus grand, on ne peut pas en parler. C'est que le seul moyen d'en parler, la vie, l'univers, Dieu, euh, chaque fois qu'on va en parler, qu'on va mettre un mot dessus, qu'on va essayer de le saisir, c'est plus tout à fait ça, et on est un peu à côté. Donc c'est une sorte de relation, comment dire, euh, c'est nous, mais en même temps, c'est infiniment plus grand que soi. Voilà ce qui me vient. C'est clairement les mots de Tollé, mais je les trouve d'une justesse incroyable. C'est tout, à la base de tout, dans tout. Euh, ouais. Ok, donc en fait, ce début où tu disais, tu étais dans tu as vécu dans c'était une éducation scolaire ou familiale catholique, Bon, c'est ça? alors, tu sais, j'ai été baptisé, j'ai fait 2 communions, mais c'était pas, enfin, on n'allait pas tous les jours, tous les dimanches à la messe non plus. Enfin, tu vois, c'était plus une sorte de philosophie de vie, tu vois, que il y avait, ouais, c'était plus ça. Une forme de C'était, tradition, tu veux dire? voilà, une forme de tradition. On n'était pas des grands pratiquants dans la famille, mais l'éducation religieuse était d'une certaine manière vue comme donner une espèce de repère, de repère spirituel, si on pourrait dire, quand tout le monde physique tombe en cacahuète, bien il y a la seule branche parfois auquel on peut s'accrocher, bah, c'est une espèce de foi, tu sais, de Dieu, de choses comme ça. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ok. Ben, je te remercie pour ton retour. Et pour terminer, on peut faire, Isa, il y a encore une question de quelqu'un qui a participé tout à l'heure, il me semble. Oui, pardon, j'étais en train de regarder. C'est Godrun qui pose une question pour Sébastien. As-tu connaissance de la sexualité sacrée? En quoi ça consiste dans une relation? Très bonne question. Alors, je n'ai pas forcément connaissance de la sexualité sacrée, parce qu'encore une fois, je sais pas ce que ça pourrait vouloir dire, parce qu'encore une fois, on peut dire plein de choses. En tout cas, dans mon monde, la sexualité est devenue quelque chose de vraiment sacré.
effectivement, de vraiment euh, une sorte d'abandon à l'autre, d'une écoute parfaite de l'autre, euh, ce qui n'a plus rien à voir avec une quelconque histoire de performance. C'est être totalement présent simultanément à soi et à l'autre, dépourvu de l'identité de je suis en train de faire quelque chose de sexuel ou de quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est très beau, très pur. Euh, c'est, j'ai rencontré une dame qui tend à être prof de tantra et elle me disait que j'avais une approche très tantrique des choses. Et je me rends compte que, pareil, avec la spiritualité, c'est de connecter au corps, à l'instant, aux sensations, à une espèce de spontanéité. Alors peut-être que c'est pas du tout ça, la sexualité sacrée. Je sais, encore une fois, c'est pas des termes ou des mots que j'utilise fréquemment. Donc voilà ce qui me viendrait. Euh, le but, ce serait pas l'éjaculation ou l'orgasme, ce serait quelque chose de beaucoup plus profond, pur, simple. Voilà ce qui me vient là-dessus. Oui, je rajouterais, enfin pour moi, ce serait aussi l'union de deux âmes, de deux corps et de deux cœurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on pourrait dire ça aussi, ouais. Bah, Sébastien, merci pour tout. Ah, il y a Angel, est-ce on peut se faire une dernière question? Sébastien, tu veux bien? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Ok, donc Angel, hop. Coucou Angel, comment vas-tu? Coucou, salut Julien, comment ça va? Ça va super, je t'en prie. Bah écoute, Salut si tu as une Sébastien. question, accepte. Salut Bonsoir, Sébastien. Angel. Bah, franchement, c'était une super rencontre. J'en ai pris des notes. Franchement, Ah, je sais Ah, pas ce qui s'est passé. C'est bon. Non, franchement, t'as assuré grave. T'as mis des mots sur des choses. C'est incroyable. Donc, j'ai pas mal pris des notes. C'est génial. Mais justement, ça m'a pas mal inspiré tout ça. Je voulais rajouter en complément quelque chose par rapport à la notion d'amour que tu as développée depuis plus d'1 heure et demie. C'est qu'en fait, j'ai le sentiment que cette notion d'amour, d'être heureux envers soi-même, déjà, on est tous d'accord pour dire que déjà, c'est être heureux avec soi-même, de s'aimer le plus possible. Mais c'est surtout, je pense, de prendre conscience qu'une fois qu'on disparaît physiquement de cette expérience, ce qui importe, ça va être ce qu'on aura donné avant de s'incarner dans une autre expérience, en fait. D'après ce que je ressens, pour moi, c'est commencer par devenir son propre leader, tirer une leçon constructive d'absolument tout type de circonstances, soit oui. qui nous arrivent, soit qu'on arrive à observer, pour élever déjà sa propre vibration, pour ensuite retransmettre ce niveau vibratoire. Ça, c'est toujours ce que j'ai intimement ressenti et ça m'a aidé beaucoup ce soir à le développer par tes mots. C'est Et très juste, ouais. apprendre pour retransmettre ce niveau vibratoire, pour créer un flux énergétique bénéfique à toutes les âmes autour de nous. Mais encore plus loin, tu vois, c'est cette notion de lâcher prise, d'amour inconditionnel et encore le fait de les catégoriser. Je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi. C'est le fait de les catégoriser, c'est très ancré dans cette 3D, dans cette matière. Donc c'est peut-être pas ce qui est le plus approprié. Oui. Mais ouais, c'est le fait de démultiplier cette connaissance. Contrairement à l'argent, si on donne 20 € à tout le monde, on sera moins riche. Mais tandis que si on offre la connaissance, ce qui est le plus important, on la démultiplie. Et élever la vibration de la matière pour tout simplement être encore plus heureux. Moi, c'était ce que je ressens. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Non, mais je le valide totalement. Et je dirais même que ce qui est beau, c'est que quand on incarne ces choses-là dans l'instant, il n'y a même plus forcément l'idée de le transmettre parce que ça se rayonne, quoi. Donc, si la transmission, ça se fait naturellement, ça se fait même pas à travers une sorte de. C'est comme si la transmission se faisait par les mots, les actes, vraiment cet ancrage dans lequel on est à ce moment-là, dans cette vérité de l'instant. Et c'est ça qui est qui est le plus beau. Et effectivement, si quelqu'un pose une question, eh bien, il peut y avoir des mots qui se posent, quelque chose qui semble se transmettre. Et j'ai l'impression que la plupart des choses ne se transmettent pas à travers les mots. C'est sous les mots, c'est ceux qui portent les mots. Et un échange voilà ce qui est énergétique. bien. Ouais. Le flux énergétique. Mhm.
pour moi, surtout la notion de leadership. Ouais. Si on est des leaders avec nous-mêmes, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment, par mimétisme, faire en sorte que les autres veuillent être également la version d'eux-mêmes. Ouais, j'ai En tout cas, observé c'est ce ça, que nous m'a effectivement. inspiré ce soir. Ouais, j'ai observé ça aussi. Quand tu oses aller vers là où ça vibre vraiment au fond de toi, ou quand tu oses prendre ta vie en main, entre guillemets, ça peut être très inspirant pour les autres. Donc tu parles de leadership, et oui, j'ai pu observer ça, effectivement. Et ça fait une espèce de rayonnance, ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Angel. Angel. Et merci Sébastien. Sur cette fin d'émission, je voulais partager mon ressenti en fait sur ce qui a été dit pour en tirer une forme de conclusion qui m'est personnelle, mais je voulais vraiment la partager parce qu'elle me poursuit, elle me suit et elle vibre très fort en moi depuis longtemps et elle continue de grandir et de fleurir. En fait, c'est cette capacité que nous avons de s'aimer soi-même et ensuite la capacité que nous avons d'aimer les autres dans le terme expérimental de ce que nous vivons sur Terre. Et l'échange qu'on a eu, et les questions que vous avez posées, ce que tu as partagé, Sébastien, me pousse encore plus vraiment à me concentrer sur comment faire pour m'aimer davantage, comment faire pour aimer l'autre davantage. C'est vraiment si j'avais un challenge à retenir pour le reste de mon existence, celle-ci, ce serait exactement ma capacité de m'aimer moi et d'aimer l'autre, en fait. Ouais, clairement. Et j'ai pu remarquer en moi que plus j'avais des définitions claires de moi-même, plus ma capacité à aimer se restreignait. C'est-à-dire qu'on va dire que plus je m'identifiais à des choses concrètes, de matière, de pensée, de croyances, de situations, de statuts, de choses comme ça, plus j'avais de certitude sur ce que j'étais, plus je me définissais au point de vue de matière, plus j'avais tendance à diminuer ma capacité d'aimer, puisque plus je me définis à travers un système de croyances, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le même système de croyances. Et donc, ça peut être, après, tout dépend à quel point je me définis avec ces choses-là. Est-ce que je me rends compte que ce sont simplement des mécanismes? Et à partir de ce moment-là, je vois que je ne suis pas totalement ces mécanismes. Mais plus je rentre dans ces mécanismes-là, plus ma propension à aimer se réduit comme une peau de chagrin. Et plus je suis dans cet instant, dans cette spontanéité de vie qui ne m'impose pas d'apporter une identité en permanence ou de montrer une identité en permanence aux gens, plus, plus la propension à aimer est exponentiellement plus grande. Et bien évidemment, plus je m'autorise intérieurement à ressentir les choses, plus j'ai une capacité aussi à l'amour. Ouais. Ouais, ouais. Écoute, c'était je te remercie pour ton retour. C'était un plaisir de te recevoir ce soir. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette émission. Je vais couper maintenant l'enregistrement que je reprends.